On commence quand vous voulez, c'est vous qui faites la présentation, si vous voulez, je suppose, je ne sais pas. Oui. Eh bien, bonjour. Alors, nous voilà de retour pour une deuxième interview sur donc le livre Penser à coucher de la prison alors pardon, de la prison d'Occident, oui. Alors, j'ai un petit truc qui me permet pas de voir, voilà. Donc Oui, c'est vous êtes ce ébloui. livre-là, hein, vous le voyez bien, j'imagine. C'est ébloui, c'est ébloui. C'est Pour l'instant, ébloui, hein. Ah oui, voilà, c'est ça. alors j'essaie de Je vous savais prendre. bien qu'il y avait un souci. Voilà, très bien, c'est parfait. Voilà, il est beaucoup mieux là. Oui, oui, c'est Penser très à bien. coucher de la prison d'Occident de Rémi Daillé-Widmann. Donc, nous avons fait une première interview il y a quelque temps et nous Oui, revenons sur ce livre. Alors, euh, déjà, pour ceux qui n'avaient pas entendu la première, donc c'est un livre que je conseille vivement. Il est 450 pensées rédigées en prison. En fait, donc il y en a 452 et c'est pour ça des fois je le dirais. Alors, peu importe. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on, pour cette deuxième interview, on a hésité sur les sujets, puisqu'il y a quand même, sur ces 452 pensées, beaucoup de sujets essentiels, passionnants, délicats. Alors, on est parti là sur la pensée numéro 16 notamment. Euh, je la prends dans le livre, elle est au début du livre, pensée 16, et elle s'appelle Le mal français numéro 1. Qu'est-ce que la liberté? Cette matrice qui génère la quasi-totalité de nos problèmes et notre naufrage. Alors, c'est tout un programme. C'est une, oui, c'est une pensée qui fait 17 pages, qui est parmi les plus longues, j'imagine. oui. Et alors, je pense qu'on va y passer, y consacrer principalement cette deuxième interview. Et alors, Voilà, je le mal voulais... français numéro un. Le mal Ouais, français numéro un, bon, ça peut paraître un peu péremptoire, mais il m'a semblé qu'effectivement, là, on touche du doigt le problème que nous avons, nous, le plus cruel, le plus douloureux pour nous, et dont nous ne sommes pas conscients. Et dont ne parle pas, bien sûr, l'actualité politique, parce que la politique va vous parler d'insécurité, d'immigration, d'économie, de toutes sortes de sujets dont les gouvernements sont censés être en charge. Mais en fait, le mal est plus profond que ça. Euh, il est entretenu, je crois, par le pouvoir politique, et il nous concerne tous au premier chef parce que c'est la condition centrale non seulement de notre libération politique, qui saute aux yeux de tout le monde, mais aussi de la libération de nos personnalités, de nos destins. Ce mal-là, c'est celui qui nous bride le plus et qui nous empêche aujourd'hui on dit d'exploser, euh, disons de nous accomplir, pour dire les choses de manière plus claire. Voilà, donc j'ai commencé à ébaucher un petit peu cette pensée en prison, puis plus ça allait, plus je me percevais qu'en fait, elle touche à beaucoup de choses. effectivement, alors je vais tenter dans un premier temps d'en esquisser un certain nombre de points, d'idées maîtresses, et puis on va les reprendre une à une avec des extraits du livre que je vais lire, et ça permettra de vraiment sentir ce qui est écrit, mais aussi d'en reparler. Mm. Alors, sachant que l'idée, c'est justement pas seulement d'analyser le naufrage un petit peu actuel, mais aussi d'apprendre à nager. Donc, il y a quand même des préconisations, des observations sur voilà ce qu'il convient de faire de de ces observations. Alors, dans les points essentiels que je dégage de cette pensée, il y a un discours sur la nature de la vraie liberté, donc, et de ses vertus. Alors, ce sera détaillé, Oui, ce que serait la vraie liberté, les aspects de domestication, d'assistanat et d'esclavagisme moderne, la réduction drastique du potentiel humain pour que justement nous explosions ou nous réalisions, hein, comme ça a été dit juste avant. Le formatage dès le plus jeune âge par ce qu'on appelle l'éducation nationale, avec tout ce que cela implique et ce que le terme raconte par lui-même. La soviétisation de l'Occident, qui est développée aussi dans d'autres pensées, mais qui est oui, évoquée là. Les bienfaits de l'école à la maison, avec un témoignage de l'auteur, parce que quand même, vous avez une expertise là-dedans particulière dans ce domaine-là, donc ce sera oui, intéressant aussi de revenir là-dessus.
La surabondance des lois, notre société qui est devenue contraire à sa propre constitution, dans un contexte de surabondance des lois, donc c'est intéressant, c'est une sorte de paradoxe. Et puis les aspects de sécuritarisme, de modèles politiques étrangers intéressants, inspirants, dont pareil vous pourrez témoigner, notamment avec la Malaisie, où vous avez vécu. Les solutions que vous proposez pour sortir de ce marasme liberticide et délétère, en gros qu'on va un petit peu décrire, et puis des enseignements de notre histoire avec un retour sur des aspects de la France royale. Et notamment, je vous interrogerai aussi là-dessus, parce que pour vous suivre depuis plusieurs années, c'est une époque qui, de laquelle vous parlez et qui j'ai été bien intéressé, intrigué par ce que vous en disiez, que j'ai peu entendu par ailleurs et qui m'a permis de rééclairer mon regard sur la France royale et de prendre un peu plus de recul. C'était très intéressant déjà il y a quelques années, donc maintenant, ce serait bien qu'on y revienne puisque là, c'est évoqué. Et le facteur humain comme ressource que je dirais providentielle, quoi. Une fois qu'on aurait un peu fait du ménage dans ces questions de liberté et tous ces points, voilà, s'aperçoit que le facteur humain, il est là et il peut faire une grande différence. Donc, je vous propose de commencer avec tout simplement euh, deux citations de cette pensée. Euh, Mais d'abord, je voudrais vous remercier de oui, votre intérêt, et c'est parce que c'est très touchant et ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui capte effectivement que cette pensée, enfin, est, que j'ai humblement esquissée, effectivement, peut résoudre bien des difficultés en amont de toutes sortes d'autres problèmes, notamment politiques et sociaux. Donc effectivement, bravo à vous et merci de votre éclairage. ben merci. Moi, je suis vraiment enchanté qu'on puisse rendre tout cela accessible encore un peu davantage parce que c'est vrai que c'est vraiment une pensée qui est riche et moi qui me tient à cœur, qui résonne fort avec mes propres pensées. Et là, ben, il y a aussi des points ben voilà, Oui, parce qu'il faut préciser que vous êtes vous-même un artiste qui produisait, qui écrivait de la musique oui, et qui fait passer dans sa musique justement beaucoup de choses. On peut le voir sur votre site, kewenka.com, Kewenka, je crois, hein, tout à .com. fait. Donc Voilà. on voit vos œuvres, on vous voit euh, déployant vos talents. Et donc c'est très intéressant, moi je trouve très intéressante cette rencontre. Oui, Probablement de deux mondes d'origine assez différents, oui. et avec des rencontres, des points de rencontre très intéressants. Bon, voilà. Des points de rencontre certains et Oui. qui sont liés vraiment au fond de ce que l'on raconte chacun de nous depuis nos propres univers et dans nos Oui. propres contextes. Mais en Je fait, crois je que c'est, crois que je crois que c'est c'est assez très vrai. emblématique parce que nous sommes dans une époque où nous sommes obligés de retourner à des sources, à ce que nous portons en soi de radical, de nos, comme vous le disiez vous-même, ce qui relève de nos racines. Et, et dans cette période-là, les gens d'horizons éventuellement très différents, voire opposés, peuvent se retrouver et se comprendre sur des points essentiels. Autant on peut se disputer sur des opinions, par exemple politiques, sur des solutions, autant on va, je crois que les populations vont se retrouver, celles du moins qui survivront aux tempêtes qui arrivent et qui ont déjà commencé, sur des points essentiels grâce auxquels ils pourront se sauver. Parce que si on ne retouche pas, enfin si on ne va pas chercher l'essentiel, il n'y a pas de salut. Pour moi, c'est absolument Ouais. certain. On ne se sauvera pas avec de la réforme, avec des solutions strictement politiques. Il faut aller plus loin que ça. Et, et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais très heureux d'aller en prison. C'est que j'ai eu le temps d'écrire tout ça et de le mettre noir sur blanc, ce que je n'aurais probablement jamais eu le temps de faire. Oui, oui, c'est très intéressant de le voir comme ça. Moi, j'ai apprécié dans le livre justement cette façon d'approcher les choses qui, encore une fois, me ressemble bien, cette façon de regarder la vie avec ce qu'elle porte comme d'opportunités en elle, quoi. Comment on peut se saisir de ce qui nous est présenté? Je trouve que bon, c'est réjouissant d'arriver à le faire. Oui, mais ça, c'est l'attitude de l'artiste que vous êtes. C'est aussi l'attitude du guerrier.
Mhm. d'être vigilant sur le qui-vive. C'est une Oui, notion très importante au Japon d'ailleurs, le qui-vive. Enfin, dans le Japon traditionnel, bien sûr. C'est d'être toujours prêt à saisir l'opportunité et voir ce qui peut servir à une cause. Et l'artiste, il est évidemment sensible à tout ce qui se passe, parce que ça peut nourrir son art. Et puis de toute façon, il a par nature, un artiste est sensible. Donc c'est c'est comme un papier photographique argentique, il imprime tout ce qu'il voit. oui, il y Et, a de ça. et le guerrier, sur un mode un peu différent, il est sensible aussi parce que c'est sa nécessité. Il faut qu'il puisse vaincre dans sa voie, s'accomplir lui-même. Et donc, il doit savoir saisir tout ce qui se passe dans son existence et même provoquer l'existence, donc créer l'aventure, comme l'artiste doit lui-même créer du contenu. Un artiste qui ne crée rien, bah, ou alors il n'est qu'interprète, mais enfin bon, c'est une autre sorte d'art. Mais en tout cas, l'artiste essentiel, c'est celui qui crée. Donc l'un et l'autre sont, plutôt que de suivre des voies théoriques, livresques et qui leur sont délivrées de l'extérieur, ils sont obligés eux-mêmes de s'accaparer les choses et de produire euh, de la nouveauté et de saisir la nouveauté qui vient à eux. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, si on est un artiste guerrier ou un guerrier artiste, ah ben n'en parlons pas. Voilà. Voilà. Alors, pour introduire tout cela, je vous propose en fait une petite citation. Alors, hmm, c'est la page 38. Pardon, je me suis mal relu. Donc, moi, j'ai l'exemplaire sous forme de livre, mais je l'ai aussi à l'écran. D'accord. Alors donc c'est Alors, il page faut... 38 et alors c'est très court là. C'est juste pour introduire et pour soutenir l'idée de la portée de cette pensée, vous dites à un moment, page 38, je m'étends beaucoup dans cette pensée, mais elle est sans doute l'une des plus cruciales. Donc Oui, c'était pour appuyer l'idée de ces oui, 450 et deux pensées de ce livre et que parmi toutes celles-là, à un moment donné, quand même dans la pensée 16, vous dites cela. Et oui, après je voulais revenir quand même à ce qui est l'introduction. Euh, oui, donc, et je vais le lire parce que bah, c'est, elle f- voilà, ça fait son rôle d'introduction, très bien. Beaucoup considèrent que le coût de la vie, ou l'éducation, ou la santé, ou l'immigration sont le problème numéro un. Je vais tâcher ici de vous montrer qu'il est ailleurs, à la fois moins urgent, mais plus crucial et faisant dépendre tout le reste. Vainquez celui-là et vous ouvrez la voie de la victoire sur tous les autres. Donc c'est un peu ce que vous avez dit vous-même en introduction. Et voilà. Donc sur cette base-là, je voulais vous proposer d'aborder un des thèmes que je résumerai ainsi, la subversion de la défense des faibles en domestication de tous. C'est-à-dire exactement. que, euh, et vous citez Victor Hugo Oui, pour cet aspect-là, bon, c'est d'ailleurs le début de la pensée, oui, et que vous faites le lien. Donc là, cette, cet extrait est un peu long que je propose de lire par rapport aux autres qui seront de longueur variable. mhm, Mais voilà, il m'a semblé que c'était important de démarrer avec cette longue citation. Et bah, je vous propose que je commence à la lire et on en parle un peu après. oui, Donc en fait, c'est ce qui suit ce que je viens de lire, hein. Donc, vainquez celui-là et vous ouvrez la voie de la victoire sur tous les autres. Victor Hugo, dans la foule des penseurs favorables au peuple dont la relecture fait tant de bien dans cette modernité où le citoyen ne compte plus, avait raison en surface, mais se trompait sur le fond. Dans l'histoire des idées, l'erreur consiste à se ranger en bloc derrière quelqu'un. Serait-il un éclaireur? On lit Victor Hugo, on admire sa compassion qui embrasse la cause des hommes, des femmes qui seront abandonnés aux prédateurs de la rue et qui iront à l'hospice de Saint-Lazare. On est ému par sa défense des petits-enfants qui errent. Bien sûr. Et c'est toujours aussi nécessaire. Cela a apitoyé le 19e, soulevé le 20e. Beaucoup ont pensé qu'il fallait être socialiste. Cela seul avait du cœur. Ça s'imposait face à l'argent. Il fallait anticiper sur la misère, faire des lois, créer des institutions. Oui, mais non. Oui au constat et à la défense des personnes, bien sûr. Oui à tout ce qui établit la défense des plus faibles, comme les chrétiens l'ont toujours préconisé. Mais non. Non à la conclusion fausse. On a fourni à l'individu tous les moyens qui pensaient ou anticipaient sur ces mots.
et on en est arrivé à l'hyperboursouflure qui a tout pris en charge. Dans cette prise en charge se trouvait un piège affreux. L'homme y a perdu son savoir éternel et donc toute une part de son être. La prise en charge, la domestication a amené l'assujettissement au point que l'homme moderne est le plus impotent de tous. Comparé à Néandertal, l'homme moderne est moins capable et probablement moins équilibré, moins pacifique, moins productif manuellement. Il ne sent plus ses besoins. Il ne sent plus la satiété. Il a perdu l'essentiel de la vue, de l'ouïe, du toucher, du goût et bien davantage, tel que son sens du lien social. En 2000, apogée de cette pensée fausse et de ce qu'on a appelé l'État-providence, il ne sait plus se nourrir sans supermarché, il ne sait plus défendre sa femme sans police, et on lui fait savoir qu'il n'en a pas le droit, ce qui légalement est faux. Mais combien se retrouvent eux-mêmes les accusés après s'être défendus dans une rixe? Il ne sait plus défendre son toit contre les squatteurs, il ne sait plus enseigner ses enfants sans l'école, il ne sait plus se soigner sans l'hôpital, il ne sait plus se défendre sans l'administration, ni se promouvoir sans l'entreprise. Il ne sait plus gagner sa croûte sans le salaire, il ne sait plus envisager ses relations à autrui sans le couperet du code pénal et des règlements d'entreprise. Il ne sait plus penser sans les journaux et Internet. On a commencé par secourir, on a fini par avilir. Cela, Hugo et les autres l'ignoraient. Ils ignoraient qu'on pouvait en arriver, à force de charité, à domestiquer l'être humain lui-même. Voilà pour cette première citation, un peu longue, certes, mais je pense nécessaire. Oui. Et, et donc là, j'avais une question, moi, personnellement. Tout me paraît très clair dans ce passage-là. Concernant la comparaison avec, par exemple, l'homme de Néandertal, je trouve intriguant quand vous dites il a perdu l'essentiel de la vue, de l'ouïe, du toucher, du goût, et bien davantage tel que son sens du lien social. Sur les cinq sens, est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Il est certain. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, tout d'abord, cette intro me paraît tout à fait potable et pas mal parce si on comprend ce qui est dit là, tout ce que nous avons fait depuis la Révolution française est fausse pratiquement, de manière institutionnelle. On s'est complètement planté. Et ça, c'est central. Je crois que c'est central de le comprendre, de le faire savoir. On s'est complètement planté. On a créé en France, on a été un pays spécialiste des droits de l'homme, ce qui sous-entendait la prise en charge de la défense d'individus sur tous les plans. Et cette prise en charge a tué l'homme. Nous n'avons plus affaire à des hommes et à des femmes. L'homme avec un grand H. On n'a plus affaire à un homme, en fait. On a affaire à un être domestiqué qui est entre le chien domestique et, et l'homme. On est entre les deux. On est entre l'homme et le chien domestique. Alors là, ça pose des graves problèmes sur le plan de l'anthropologie, hein, parce que toutes les sagesses humaines, la Bible, tout s'adresse à l'humanité, pas à un être à mi-chemin. Bon. Euh, tout ce que nous avons fait, donc, est faux, fondamentalement. Alors, tout n'a pas été faux dans ces applications, bien sûr, hein. Il n'est pas, par exemple, la création de l'assurance chômage n'est pas forcément mauvaise en soi, mais ça participait d'un postulat qui, à la base, était fondamentalement faux. Quand un postulat est faux, il peut y avoir du bien derrière, mais majoritairement, il y aura du mal. Et majoritairement, la France est un pays qui est cul par-dessus tête. La manière dont pensent nos politiques et nos fonctionnaires, et la quasi-totalité de la population, est fausse. On se plante. Plutôt que l'individu soit à l'initiative de sa propre vie, il est assisté, littéralement, pris en charge, contrôlé, limité dans son développement. Tout à fait. Alors, on va le redécortiquer avec d'autres Oui, extraits oui. Et et des ça me paraissait, voilà, ça me paraissait important de réflexions. bien le poser, ça. Bon. Ouais. Alors, le résultat, c'est un homme qui, effectivement, déjà physiquement, n'est plus du tout dans les capacités de ses ancêtres. Tout à l'heure, à table, je parlais avec les enfants du repas du roi Louis XIV. Je l'ai mis d'ailleurs, je crois, dans le livre. Oui. Pensez. Mais c'est absolument hallucinant de voir tout ce que Louis XIV pouvait manger. À lui tout seul. On me dit, ah oui, c'était le roi. Il mangeait ça. Humainement, comment c'est possible? On a du mal Aujourd'hui, enfin, moi, j'ai du mal à croire, honnêtement, on a du mal à le la croire. liste C'est absolument fou. faramineuse. Écrevisses, homards, perdrix, cailles, poulet, dans un seul repas, une quantité énorme, mais énorme, énorme. Et c'est sûr, enfin, il n'y avait pas de gaspillage, c'était pas jeté, c'était pas juste pour parer sa table.
ils mangeaient énormément. Alors, ils souffraient de la goutte, effectivement, mais même euh, si on prend en considération les aspects seconds de la question, on a affaire quand même à une humanité qui était capable, c'était le cas des paysans de l'époque aussi, hein, on mangeait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on se dépensait aussi physiquement beaucoup plus. On était d'une espèce, d'une race qui sortait pratiquement du bois et des champs. Donc déjà, alors je vais vous donner un autre exemple dont j'ai déjà parlé, mais la résistance des hommes en 14-18, je l'ai dit, répété, mais aujourd'hui, un légionnaire, le plus aguerri des légionnaires aujourd'hui, paraîtrait une chochotte vis-à-vis de la plaie du contingent en 1916. Parce que les types sont restés pendant des mois, des années, pour certains d'entre eux, sans douche, sans brosse à dents, parfois certains avec des abcès dentaires. On voit des photos, les types, ils ont une pomme à la place de la mâchoire. Il n'y avait pas de médecin pour les soigner. Certains ont été blessés, sans soins. Ils n'étaient pas payés, ou très mal. Ils avaient du sang jusqu'aux genoux. Dans les tranchées, ben, vous croisiez des cadavres, des morceaux de mâchoire, de tête. Enfin, vous étiez vraiment dans l'horreur, hein. Ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de bons hommes aujourd'hui qui seraient capables de vivre 4 ans dans ces conditions. Et je suis prêt à aller poser la question aux légionnaires. Ben, je connais l'un des patrons de la Légion, j'en ai pas parlé, mais j'aurais peut-être dû lui poser la dernière fois que je l'ai vu, j'aurais dû lui poser la question, est-ce que vous avez des hommes qui sont capables de vivre ça, les tranchées de 14-18? Et je pense qu'il me répondrait, il ne va pas y en avoir beaucoup. Ou alors, il faut aller chercher des légionnaires qui viennent de pays lointains et qui ont vécu toute leur jeunesse, toute leur enfance dans des conditions très difficiles. En tout cas, le français aujourd'hui du 21e siècle, il n'en est pas capable, ça c'est certain. Sauf exception presque monstrueuse, entre guillemets. D'ailleurs, Presque anormale. on y viendra après sur différents Après, aspects de la réduction du potentiel humain, comment ça voilà. aussi s'est Après, arrivé. vous allez voir des patrons de pêche et puis vous allez leur dire, est-ce que vous trouvez de plus en plus de bons hommes capables de partir 6 mois en mer, faire la pêche? Ils vont tous vous dire, ah non, c'est de plus en plus difficile de trouver des bons hommes. Ça, Mm. c'est certain. Eh ben, Bon. Voilà. Pareil chez les artistes, je pense qu'on a de plus en plus de mal de gens, de mal à trouver des gens qui sont capables d'assumer des tournées qui fassent pendant 3 mois, tous les soirs. Voilà, des comédiens capables de faire sortir leur spectacle 150 fois ou 200 fois de suite. C'est de plus en plus difficile. Bon. Donc, il est certain que si on nous compare avec une humanité qui a 2000 ou 3000 ans, et qui ne vivait que d'action physique pratiquement et très peu de travail intellectuel. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, hein, il n'y avait pas d'Internet, on n'était pas tout le temps le cerveau et les yeux concentrés sur de l'activité cérébrale fugace. On était face à des nécessités. Et plus récemment, bah, les Français d'il y a 500 ans étaient dans les champs, il fallait produire, il fallait se nourrir, il fallait travailler. Donc, il est certain que physiquement, nous avons changé l'espèce. Ça, c'est tout à fait certain. Mais déjà, vous savez, je l'ai déjà dit, mais Joshua Yamamoto le disait au XVIe siècle, hein, il disait, c'était un médecin, il disait, parmi mes patients, je n'ai pratiquement plus que des poux de femmes. Donc, il prenait le pouls des gens, il dit, voilà, je n'ai ah, plus de poux d'hommes, j'ai pratiquement ah plus que oui. des poux de femmes, même chez les samouraïs. Et c'était le Ah, XVIe siècle, hein. C'était autre chose, je vous assure, que le français actuel. Donc, oui, il y a certainement un changement, même biologique et physique, chez l'individu. ah, intéressant. Et sur les cinq sens, vraiment de manière très spécifique, qu'est-ce que vous, parce que moi ça m'évoque quelque chose, mais je le dirai après. Qu'est-ce que vous avez en tête exactement quand vous dites il a perdu l'essentiel de la vue, de l'ouïe, du toucher, du goût? Bah, les cinq sens ne servent plus réellement. Notre odorat est beaucoup moins subtil qu'il l'a été. Mm. La vue, c'est pareil. Beaucoup de gens vous mettez. Bon, moi, je me souviens. Enfin, je me souviens. J'ai pas mal passé de temps dans les champs. Euh, on voit très bien quand vous faites les vendanges. Vous avez ceux qui voient très bien passer un vol d'oiseau ou tel animal à 500 mètres et ceux qui ne les voient pas. Ceux qui sont du cru et qui sont en permanence à l'extérieur et dans les vignes, ils voient très très bien passer un lièvre. Bon, ils le repèrent. Les autres, ah bon, j'ai pas vu, ils voient pas. Bon. Donc la vue aussi. C'est perdu. Bah, enfin, tous les sens, quoi. Tous les sens Ouais. sont émoussés parce qu'on ne s'en sert plus. Un organe dont on ne se sert pas s'épuise et s'efface. Ça, Ouais, c'est d'ailleurs, vous en parlez, je pense que dans les citations, je vais le oui, dire, le coup du crustacé. voilà.
Ah oui. Donc on y reviendra. Mhm. Mais oui, moi je pensais effectivement l'exercice des sens et le fait d'être en qui-vive, sur le qui-vive et que l'instinct de survie soit beaucoup plus présent dans le quotidien, bon bah ça affûte les sens. Mais je pense aussi que alors c'est pour ça je voulais voir ce que vous en pensiez, mais je pense que tout ce qui est extrasensoriel, c'est-à-dire la clairvision, la A fortiori. clairaudience, A fortiori, ah bien sûr. aussi, on s'en est coupé et donc il y a cette partie-là de ses sens aussi qui ont été très atrophiés, quoi. A fortiori, puisque tout ce qui relève de capacités supérieures à la normale s'appuie sur les facultés normales. Si vous abaissez le seuil, les fondations facultés normales, a fortiori, vous allez diminuer les facultés supérieures. Alors, il y a un cas qui est contraire, c'est les cas de trauma où vous privez quelqu'un de toute une fonction, comme la vue, et il va développer par ailleurs, non pas la vue, mais l'audition. Donc dans ces cas-là, effectivement, il y a des ajustements de la nature. Mais de manière générale, quelqu'un qui n'est plus au contact de la nature du tout, qui ne va être que sur écran, aura évidemment beaucoup moins de communication supérieure et de révélation. Et la révélation se fait au contact d'une réalité. La révélation, ça se révèle dans une réalité. Donc si vous supprimez la réalité, bah, vous allez perdre la révélation avec, ça c'est certain. C'est Mais intéressant d'ailleurs, ça là, c'est cette phrase-là, dans le contexte de la fuite du réel actuel, par rapport au virtuel, et bon, bah, avec tout ce que les, les hologrammes, les lunettes là de réalité virtuelle, tout ça, oui, c'est la fuite du réel. Et donc, oui, sans réel, pas de révélation. Pas de révélation, pas d'apocalypse, dans le sens de, oui. de Il y aura une l'amélioration et de la apocalypse, mais transformation de la révélation, quoi. c'est ça, c'est ça. Euh, Notons bien que tout ce que nous pouvons réussir, c'est de la pratique. Si vous êtes bon dans votre domaine, c'est de la pratique. 99%. Là-dessus, il y aura 1% d'intellection. Sur votre pratique, vous allez dire, tiens, à tel moment, il faut que je repense à ce que j'ai fait à l'époque qui a réussi. Ça marchait, donc je vais mettre en œuvre. Donc votre cerveau, il va accompagner votre pratique et poser des choses, des options pour l'avenir ou pour l'entretien de la pratique. Mais l'essentiel de ce que vous êtes, c'est votre pratique, c'est votre savoir-faire. Ouais. Comme il n'y a plus de pratique, il n'y a plus de pratique, il n'y a plus de métier, il n'y a plus de savoir-faire. S'il n'y a plus de pratique, tout le reste s'écroule. Il n'y a plus d'incarnation. S'il n'y a pas d'incarnation, s'il n'y a que de l'intellection, vous avez la civilisation des plateaux télé et des politiciens. Ce sont des gens qui n'ont aucune pratique, qui n'ont aucun savoir-faire, qui ont du blabla, qui ont une bouche, qui fonctionne de manière autonome, coupée du cerveau, et qui va nous délivrer toutes les conneries possibles et imaginables. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a la civilisation du blabla, coupée de toute réalité. C'est ce que nous avons là, et on en voit les conséquences. Donc on en arrivera à l'apocalypse. L'apocalypse, c'est la révélation de tout ce qui nous manque, d'abord. Donc c'est l'absence d'abord de loi naturelle hein, qui est le fondement premier. Pas de loi naturelle, écroulement nécessaire. Ça, c'est comme ça. Hein. Quelqu'un qui fait du vélo, s'il se met à l'arrêt, bah, il bouge plus, il va tomber. C'est pas compliqué. Alors continuons avec donc ben, là cette question du potentiel humain, ben, de ce que nous sommes ou ce que nous avons été, ce que nous pourrions retrouver, de ce qui nous manque justement, cette révélation de ce qui nous manque ou de ce qu'on a perdu sur le chemin. Donc là, je voudrais citer page 29, tout petit bout de texte. Bref, en domestiquant, on a diminué toutes sortes de capacités qui, certes, pouvaient occasionner des incidents, mais pour finir, beaucoup moins que l'immense abandon des facultés humaines qui est un vide dont la nature a horreur, dans lequel toutes sortes de méfaits et de névroses s'engouffrent. Oui. Voilà, on va enchaîner un petit peu des petites citations courtes comme ça, mais qui illustrent en fait ce qu'on a déjà un peu commencé à dire. Il y a aussi... C'est-à-dire que, pardon, je vous coupe, je fais juste un insert à cet endroit-là, c'est Oui. que on parlait de Victor Hugo, etc., et de tous nos auteurs du 19e étaient persuadés que l'être humain avait un capital de santé, un patrimoine en quelque sorte, et qui s'usait avec le temps. Hmm. Donc, Hugo ou Zola racontent que dans Hugo, il y a un passage que j'ai relevé où Hugo dit, la pauvre vieille s'était usée à monter ses escaliers. Donc pour lui, plus vous montez l'escalier, plus vous allez dépérir, perdez votre capital. C'est exactement le contraire de la réalité. C'est plus vous allez monter l'escalier, plus vous serez en mesure de le monter.
Et si vous montez votre escalier toute la vie, bah, vous allez être capable, à 90 ans, de continuer à monter l'escalier parce que vous l'avez fait toute votre vie. Mais ça, ils ne le savaient pas au 19e siècle. Et donc, tout leur postulat de base était l'individu a une capacité qui va s'épuiser, donc il faut le secourir pour pas qu'il se retrouve en carafe. Et ben, c'est faux. Et toute notre société française, c'est ça. Et je dirais même, ce principe-là s'est étendu à tout l'Occident. C'est l'ONU aussi qui assiste partout et qui va assister les peuples en danger, qui va prendre en charge les choses et qui va le faire évidemment à sa manière, c'est-à-dire à tort et à travers. Le postulat est faux de base. Au J'ai contraire. trouvé intéressant là, justement, pardon, je vous coupe parce que on peut aller plus loin dans votre propre pensée que vous avez détaillé effectivement sur ce passage-là de Victor Hugo. C'est que, enfin, le complément que vous dites vous-même, c'est que ce n'est pas le fait d'avoir monté toutes ces années les escaliers, mais ce sont bien d'autres raisons qui l'ont Bah, bien épuisé. sûr, bien Voilà. sûr. Et ce qui est Ah, intéressant, c'est de voir comment le fait de se concentrer aussi sur une mauvaise réponse, eh ben, nous voilà. coupe des bonnes réponses parce que ça fait diversion, quoi. Mais voilà. En fait, tous les mouvements socialistes, tous les mouvements de gauche, les mouvements ouvriers, etc., tous étaient plus ou moins imprégnés de cette pensée que Hugo a appuyé, il a été panthéonisé, donc encore plus c'était dans ce sens-là. Et aujourd'hui, vous ne trouverez pas 10 fonctionnaires dans toute la France qui dira ce que je dis. Tous, ils vont vous dire, bah, oui, à l'époque, il y avait de la misère sociale et c'est important qu'on ait pu faire ceci et cela pour eux, aider les gens, créer ceci. Maintenant, on n'a plus ces pauvres parce que nous avons créé telle allocation, etc., etc. Toute la logique actuelle est encore là. Or, la misère de la petite vieille, c'était pas l'escalier qui montait l'escalier, c'était bon, bah, la tuberculose, c'était la pollution par le charbon, c'était l'eau insalubre qui créait le choléra, c'était toutes sortes de choses. Et puis la désespérance, les salaires minables, etc. Là étaient les vrais problèmes. Mais le postulat selon lequel l'individu avait un patrimoine qui s'épuisait au fur et à mesure face aux difficultés de la vie, euh, était très largement faux. Et la clé de l'avenir, et on le sait maintenant, notamment dans le domaine médical, mais sur d'autres plans aussi, c'est qu'au contraire, plus vous allez développer, solliciter le corps, plus il va vous permettre d'aller loin. Et on le voit très bien dans le sport, plus vous entraînez, plus vous faites des performances. Moins vous allez intervenir, donc moins vous allez lui injecter des substances, moins vous allez prendre en charge son système immunitaire, plus vous allez le laisser se développer et le favoriser, mieux ça se passera. Et ça, c'est totalement, c'est une révolution copernicienne pour des gens comme Hugo et d'autres qui ne l'ont pas entendu de leur vie, par rapport à cette mentalité qui est encore la nôtre dans notre pays. Eh bien, c'est un changement complet. Oui. Ce qui est illustré ici avec cette citation, j'emploie cette image. Le genou s'use si l'on ne s'en sert pas. Oui, Les maladies des articulations se sont multipliées avec l'avènement du travail assis. oui, Physiquement ou mentalement, intellectuellement ou spirituellement, ce qui ne sert pas décline. voilà. Et bon, vous étendez ce principe, parce que c'est une question de principe, là, Hmm. à la question politique. Vous délaissez un peuple, on ne se sert pas de lui, on ne le met pas au boulot, enfin, il n'est pas l'entrepreneur de sa propre vie, le responsable. On lui donne de temps en temps un petit papier, enfin, un petit bulletin, il va le déposer dans une urne, ça s'appellera les élections. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le peuple, il va perdre complètement le sentiment de sa propre participation à la vie politique. Il va devenir progressivement irresponsable. Il va estimer que les politiques ont tout à faire. Les enseignants doivent tout faire à l'école, le médecin doit tout faire sur le plan médical. Il remet, en fait, l'individu délègue à tout le monde ce qui relève de sa responsabilité, hein, sa sécurité, son enseignement, sa santé, ses idées, sa participation à la société. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'individu. Il n'y a qu'un être qui végète dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et il y a de temps en temps des sursauts, évidemment. Il y a des sursauts. Parfois, c'est de la violence, parfois, c'est des manifestations, parfois, c'est des gilets jaunes, qui sont des sursauts sains face à ce danger qui n'est pas exprimé, en fait. Parce que les gilets jaunes vont, à l'origine, se mobiliser pour des questions d'argent qu'on leur pique en trop ou de prix trop élevés. Mais fondamentalement, en réalité, leur sursaut est un sursaut vital. La population est en train de crever, de disparaître, puisqu'elle n'a plus de place. Elle n'a plus de place dans la vie politique, elle n'est plus décisionnaire. On n'a pas besoin d'elle. On décide d'augmenter les prix, on décide de faire la guerre en Ukraine, on décide tout ce que vous voyez sur le plan politique, c'est totalement indépendant de la population. Ce dont on ne se sert pas finit par disparaître. La population est en train de disparaître, tout simplement. C'est plus qu'un grand remplacement, c'est un grand effacement. Enfin, c'est une sorte de grand remplacement par l'intelligence artificielle aussi, là. On ne Oui, développera pas c'est sûr. aujourd'hui, je pense, là-dessus, mais c'est
Il y avait quelqu'un qui avait développé ça, je sais pas, je me souviens plus de son nom, c'était il y a plusieurs années, mais je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour avoir du génie, il fallait avoir beaucoup d'humains pour qu'il en sorte de temps en temps un génie. Aujourd'hui, enfin, qu'il y ait beaucoup d'humains à naître pour qu'il y ait une poignée de génies, plus ça va et moins ça intéresse ceux qui développent, par exemple, les sciences ou des technologies, puisque de toute façon, maintenant, les génies s'auto-génèrent par l'intelligence artificielle. Enfin, en tout cas, c'est l'idée Mhm. qu'ils en ont. Oui, C'est et une quand approche oui, purement technique. oui, oui, Donc, c'est ça. après, pour moi, il y a Oui, évidemment une les part critères qui... du génie, en plus, sont fallacieux, parce qu'ils Voilà. ne savent pas ce que c'est qu'un génie. Ils considèrent que quelqu'un de très intelligent est un génie, ce qui n'est pas le cas. Effectivement, c'est ce que vous dites, c'est vrai. C'est comme on ne recourt plus à l'humanité, bah, elle devient inutile. Donc, on va chercher d'autres moyens. Moins on se sert de l'humanité, non pas, enfin, servir, il faut comprendre le mot au sens noble du terme, hein. Je ne parle de pas qu'il faut se servir de l'humanité au sens de l'exploiter, mais moins on sollicite, pour dire un mot plus juste, moins on sollicite l'individu ou l'être humain, bah, plus il va être nul. Moi, vous me mettez, comme tout un chacun, vous me mettez dans un placard et à rien faire avec aucun moyen. Bah, forcément, enfin, si du moins je ne développe pas une faculté personnelle de réflexion et de travail, bah, je vais forcément décliner. Mettez quelqu'un dans un placard à balai toute la journée ou dans un HLM devant une télé, il va forcément décliner. Donc sa conscience politique va diminuer, son art va diminuer, tout va diminuer, forcément. C'est inéluctable. À part quelques exemples contraires, de manière générale, ça va être ça. Mais je veux dire, c'est évident, vous prenez la population qui va dans un supermarché. Vous dites, bon, maintenant, il n'y a plus de supermarché. Vous allez dans la nature chercher votre nourriture. Vous allez chasser, débrouillez-vous. Bah, pratiquement personne ne serait capable. Ah bah, aujourd'hui. Ouais. Et là, justement, il y a ce côté intéressant aussi de voir comment le fait de ne pas servir, enfin, de ne pas être utile, en fait, ça amène de la désespérance aussi. Mais En fait, oui, il y a une perte de sens, quoi, que l'on sent bien exactement. hein, depuis plusieurs années, et dont vous parlez là aussi. On mesurera bientôt la corrélation entre désespérance et mauvaise santé physique. On y vient, peu à peu, malgré tant de prévention et d'ignorance médicale. Et c'est vrai que je trouve que ça en particulier, j'ai l'impression qu'on est en train de le mesurer très fort depuis pas si longtemps que ça, là. Je parle de quelques mois, quelques années, en gros, depuis le Covid, mais il y a eu un petit peu d'inertie. Et maintenant, dans le post-Covid, là, je trouve dans tous ces problèmes de santé publique qu'on observe, de problèmes où les gens ne vont pas bien, le problème du moral, et puis des médias qui insistent sur tout ce qui fait peur et tout ça. Là, vraiment, et il se trouve que les gens vont pas bien moralement, mais ils vont pas bien aussi au niveau de leur santé. Autour de moi, je trouve que voilà, on entend beaucoup de soucis de santé quand même. Bon, aussi que le système de santé s'effondre, alors il y a plein de paramètres, c'est tout en Oui. même temps, et tout nourrit ça. Donc, Oui, parce qu'on est dans une phase finale où on s'attaque maintenant à la santé et directement à l'intégrité physique des individus. Auparavant, on s'est attaqué à justement cette fameuse désespérance, qui était l'un des outils de destruction de l'humanité, parce que, il était intéressant pour certains d'empêcher des êtres, des individus de surgir et de reprendre les choses en main à leur profit. Donc, pour maintenir le pouvoir entre les mêmes mains, il fallait absolument développer, selon eux, la pauvreté, la désespérance, la désunion, etc., etc. Cette désespérance, de quoi s'agit-il? C'est le fait que un individu ne puisse pas lui-même déployer tout ce qu'il porte en lui. Ça, c'est la raison principale de la désespérance, c'est ça. On peut être heureux même sans argent, on peut être heureux sans un tas de choses à la rigueur. On peut. Bon, l'argent, ça aide, il ne faut pas se raconter d'histoire, mais les moyens, ça aide. Mais le fond du problème, c'est que si vous ne pouvez pas déployer ce que vous portez en vous, vous finissez par devenir vous en arrivez à la désespérance. Et donc, ça va passer par l'agressivité, les insultes. Vous avez beaucoup d'agressivité aujourd'hui dans la société française, énormément, qui est liée à cette désespérance. Les gens, ils s'en veulent eux-mêmes parce qu'ils ont l'impression de se gaspiller, de perdre leur temps, de ne pas pouvoir faire ce qu'ils souhaiteraient faire au fond d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas bien, souvent la plupart du temps, qu'ils n'ont pas bien formulé d'ailleurs. Parce que le sens de la vocation personnelle n'est pas très favorisé, et certainement pas dans le système éducatif. Donc, les gens ne savent pas trop ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils voudraient faire. Ils sentent qu'il y a quelque chose, et comme ils n'y arrivent pas, ils deviennent agressifs vis-à-vis de leur prochain.
Et l'augmentation de l'agressivité, ça va de pair avec l'augmentation de la désespérance. Et évidemment, avec des problèmes de santé. Alors, si là-dessus, vous ajoutez des empoisonnements publics, bah, évidemment. Donc là, vous avez un plan qui est extrêmement clair, hein. C'est celui qui ne voit pas le plan général depuis 70 ans, c'est que vraiment, il est aveugle. On a tout fait pour en arriver à la situation dans laquelle on est et qui va forcément s'aggraver. Parce que toutes les générations qui arrivent et qui sont coupées, en plus de ça, vous enlevez la culture, vous enlevez tout ce qui fait un individu qui se projette vers l'avenir, vous avez forcément beaucoup de choses mauvaises, dangereuses, violentes qui vont arriver. Je pourrais prendre un exemple très simple, hein. C'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre, hein, enfin un peu plus loin, je crois, dans le passage. Un individu qui est en prison et qui sait qu'il va sortir dans 3 semaines est beaucoup plus heureux qu'un salarié qui n'est pas en prison, qui est dans son entreprise, mais qui s'emmerde à mourir. Donc c'est quand même assez paradoxal que quelqu'un qui est en prison soit plus heureux que quelqu'un qui est dans une entreprise. Pourquoi? Parce que dans l'entreprise, dans cette entreprise, alors ce n'est pas le cas de toutes les entreprises évidemment, mais prenons le cas d'un salarié qui n'a pas de perspective. S'il n'y a pas de perspective dans votre vie, vous êtes cuit, vous êtes désespéré. Alors que quelqu'un qui va sortir, va se dire, bon, bah, je vais retrouver ma femme, je vais retrouver un boulot, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, vous êtes heureux. En fait, cette perspective est centrale et fondamentale. Et c'est pour ça qu'il vous casse votre morale en permanence avec des mauvaises nouvelles et toutes sortes de choses de ce genre, parce qu'il est fondamental qu'un individu n'ait pas de perspective heureuse. Parce que la perspective heureuse, c'est d'une productivité absolument énorme, y compris sur le plan économique. Quelqu'un qui a du projet, de l'activité, envie de créer quelque chose, est extrêmement productif. Et donc, c'est une menace énorme, énorme, et notamment économique. Ouais. Et dans la façon dont on est coupé de notre dimension intérieure, de cet univers intérieur, je trouve que là, ça, c'est encore plus puissant parce que même quand dans le monde extérieur, typiquement la vie professionnelle, où on serait un petit peu dans une forme de désespérance, manque de perspective, etc., si notre univers intérieur est épanoui, développé, si on, voilà, on voyage dedans, on va pouvoir trouver des raisons de Oui, continuer à cheminer, même si en apparence, c'est pas très porteur. Et oui, c'est ça le problème, c'est que si on est coupé de l'intérieur et que l'extérieur, on est dans une société qui le rend pas attrayant, qui permet pas qu'on puisse vraiment s'épanouir dans la dimension extérieure de notre être, eh ben, il nous reste plus grand-chose, quoi. D'où la désespérance accrue, quoi. oui. Et Oui, effectivement, si vous avez dans votre vie privée, en dehors de votre travail qui éventuellement est morose, si vous avez vous-même une perspective, c'est pas forcément d'ailleurs des projets de vie ou de carrière, hein, c'est éventuellement, vous êtes, je sais pas, par exemple, le cas de l'artiste, hein, c'est votre cas à vous, vous pouvez avoir une très grande satisfaction à produire la musique sans même avoir une perspective sur 20 ans, hein. Vous êtes vous-même, vous avez déjà, vous développez déjà quelque chose qui satisfait votre dimension intérieure. À ce moment-là, bon, vous pouvez effectivement avoir une vie qui n'est pas terrible, un boulot pas génial, bon, pas de problème, parce que vous vous accomplissez quand même. Et voilà, quand l'accomplissement même. l'accomplissement de soi, c'est, euh, il me semble que ça devrait pouvoir être donné à chacun. Le but des politiques devrait être de faire en sorte que chacun puisse s'accomplir. Et donc, et donc, le politique d'abord doit se rétracter, reculer au maximum et faire reculer le plus possible les institutions qui empêchent ce déploiement de l'individu. C'est simple. Soit c'est de l'institution, en gros, hein, soit c'est de l'hyper-institution, soit c'est l'individu qui prend la place. Pour l'instant, on Ouais. a misé sur l'institution et je pense qu'il est grand temps de faire machine arrière et de remettre effectivement l'individu, non pas seulement au centre, mais dans son déploiement, c'est-à-dire qu'il prenne de l'ampleur. Ça, c'est important, on y reviendra. Et alors, dans les petits passages qui évoquent un peu ce qu'on s'est dit là, il y a, il y a la fameuse idée du crustacé. Quand un organisme perd une fonction, il perd les organes correspondants, tel le crustacé qui perd ses pattes en se fixant sur la roche. Pour Mm. l'homme, le cerveau, le cœur, les mains, les jambes, le foie, etc. Donc ça, c'était juste parce que j'ai retrouvé le passage, voilà, qu'on Oui, avait évoqué. Et au niveau justement de cette nécessité de se déployer, il y a ce passage-là. euh, la criminalité, toute une part de la maladie, le suicide, le mal-être, la morosité, les violences conjugales, les retards technologiques, le retard que met la société à s'approprier les résultats de la recherche mathématique qui ont potentiellement réglé la totalité de nos problèmes modernes. Ça, en oui, aparté, c'est intéressant aussi de le considérer. Il faudrait qu'on s'en serve mieux. oui, Et donc, le manque de nouveautés culturelles ou la baisse du nombre de dépôts de brevets,
qui est un indicateur intéressant que je ne connaissais pas, mais voilà, c'est vrai que ça parle. Du nombre Oui, d'entreprises conséquentes et bien d'autres mots, tout cela vient du fait que l'être humain ne se déploie pas. Il est oui, guidé, contrôlé, on a tout prévu pour lui. Il est gavé, piqué, recensé, estampillé, casé, il est bourré de croyances, d'atavismes, d'inhibitions. Tout est fait pour lui mâcher, mal, le travail. Il est placé en file d'attente, surveillé, il est tenu de ne pas sortir des rails. Il doit éviter d'être trop ambitieux, de vouloir changer les choses, de se mettre en colère, de créer une entreprise comme il l'entend, partout. On lui fait signer des documents, remplir des formulaires, appeler et rappeler, déclarer, pointer, bref. On le domestique, brime, on le contient, on l'écrase sous la taxe ou le paplard, on le normalise, on le contingente. On lui oui, interdit d'avoir les opinions qu'il veut, on lui vide les poches, on le flash, on le suit à la trace avec l'une de ses nombreuses cartes, on refuse qu'il invente, qu'il remette en cause. Il est requis de ne suivre que le chemin existant, les voies balisées de la République mondiale, correctes, légales, normalisées et admises. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous sentez très vite les limites. Vous voulez éditer un livre, vous voulez vendre un produit que vous avez inventé, vous voulez faire une échographie à votre femme, vous voulez importer une palette de dates que vous offre un cousin, vous voulez créer une entreprise, déposer un brevet, passer une thèse, vendre une baraque, vous butez sur la complication. D'ailleurs, je trouve que c'était intéressant parce que on entend beaucoup ce mot, c'est compliqué. C'est beaucoup dans les oui, discours aujourd'hui, c'est compliqué. oui, Et j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est compliqué. Et là, pour finir, c'est le labyrinthe réglementaire, le Dédale antique. Il savait jadis ce que pouvait être le cauchemar du héros qui erre en perdant peu à peu sa substance. On perd sa substance à se vouer à quoi on est point fait. Et ça, j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment un point qui éclaire ce que vous dites, qui pour moi est oui, fondamental pendant cette perte de sens et ce dont on parlait un peu avant, c'est qu'on perd notre substance, quoi. Voilà, oui, dans tout oui, ça, là, quelle perte d'énergie de nos vies, de notre, ce oui, qu'on a oui. à faire, quoi. Et c'est tellement universel que même sans connaître exactement votre existence, vous qui êtes artiste, je sais que pour une heure où vous serez vraiment l'artiste, vous allez passer des heures et des heures et des heures en toutes sortes de choses où vous ne le saurez pas du tout. Et vous serez le Ah oui, contraire probablement de ce que tout vous à fait. devriez être. Mais c'est terrible, ça. Donc c'est effroyable parce que Ouais. le but est évidemment de vous empêcher de vous consacrer à votre art. Et c'est le but fondamental. Alors, est-il intellectualisé par les gens qui nous dirigent? Je ne pense pas. Hein, je pense qu'il y a un mal supérieur qui s'en charge de l'intellectualiser et qui se sert de ces gens comme, comme le marionnettiste se sert de ses poupées. Mais si on analyse les choses un peu, effectivement, tout est fait pour que l'individu ne soit pas le citoyen dont rêvait l'Antiquité grecque, ne soit pas l'artiste dont rêvait le XVIIIe siècle, etc., etc. L'artiste au sens plein du terme, le, 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 le politique au sens plein du terme, l'enseignant au sens plein du terme, l'homme ou la femme au sens plein du terme. Tout ça, c'est vraiment ciblé et très, très, très fortement remis en cause, voire empêché physiquement, tout simplement, par le temps qui vous est pris. Hein, vous n'avez plus les moyens, vous n'avez plus l'espace, mais vous n'avez plus le temps non plus d'être vraiment, si ce n'est en prison, vous n'avez plus cette possibilité d'être cet individu que vous souhaiteriez, que vous devriez être. Et c'est ce qui est intéressant, notamment dans cette pensée, la numéro 16, c'est de bien voir comment, en fait, parce que bon, il y a tout le côté, évidemment, que beaucoup qualifieraient de complotiste, etc., mais de bien comprendre comment la domestication et donc le fait d'être coupé de notre vocation, etc., de décortiquer tout ça, comment tout se tient, comment effectivement bah, ça sert le pouvoir en place d'une manière bah, déjà fort logique, si Oui, ça permet de rassurer un petit peu le mental de ceux bah qui oui. voilà, réagirait de manière trop rapide à tout ce qui est dit là, parce qu'il faut voir juste la mécanique, c'est qu'au fond de tout ça, on crée une population bah, plus facile à... Voilà. Certains penseurs ont dit il n'y a rien de tel que l'individu qui se sent sur lui-même ou qui se met lui-même en prison. Et moi, je dis que c'est pire que ça. La domestication, c'est pire que ça. Parce que ce n'est pas seulement se mettre en prison. Si vous conservez toutes vos facultés, c'est pas vraiment un problème, c'est ce que je vous dis. En prison, vous pouvez conserver vos facultés et en tirer un certain bien. Ah non, c'est la domestication, c'est bien pire que ça, c'est que vous êtes diminué drastiquement dans vos facultés. Mm. Et
presque tout y concourt aujourd'hui. Et notamment, bah, les écrans, c'est très considérable. Je vois les jeunes, même chez mes enfants, c'est difficile de les faire lire. Il faut arriver à obtenir qu'ils lisent des bouquins, autre chose que simplement des choses sur lesquelles ils vont survoler, ou des jeux, ou des choses comme ça. C'est un combat, hein, pour les parents de tous les jours qui n'existait pas il y a 150 ans. Le problème ne se posait pas. Donc là, leur capacité s'efface heure après heure quand ils sont devant des spectacles de ce genre. La domestication, elle peut prendre tous les aspects possibles et imaginables. C'est un phénomène universel. Et je crois que c'est le danger numéro un, sincèrement. Et, intéressant aussi là, ce que j'ai entendu, c'est par rapport à, il y a une sorte de croyance qui est largement entretenue, je trouve, à l'école, dans l'idée, et on est un peu revenu là, déjà en introduction tout à l'heure sur ça, mais sur l'idée que, en gros, on aurait été une humanité euh, vraiment très peu qualifiée, très basique, très très peu compétente, etc., presque abrutie, notamment au Moyen Âge, qui est une sorte d'emblème à l'école en tout cas de Mm. ouais, voilà. Je trouve que l'image moyenâgeuse, on a vraiment, pour Oui, le c'est dire ça. vite, on a le cul dans la boue, on est des pauvres gens un peu Voilà, voilà. débiles, et puis on est asservis, et voilà. Exactement. C'est ça. On est Et c'est intéressant seigneur, voilà, un seigneur de qui habite, qui reconsidérer paye. peut-être que en fait plutôt que c'était avant qu'on était complètement à la rue et puis que c'est bah, plus que ça va plus on progresse comme si on progressait au même rythme que la technologie alors qu'en Oui, fait la courbe elle est complètement inversée et c'est il y a ça. beaucoup de choses qui peuvent alimenter l'idée que non on a régressé dans nos compétences et voilà je sais pas si vous voulez y revenir mais Alors, brièvement, oui. Bah, ouais, le progrès de la technologie, il est inversement proportionnel avec le recul de la spiritualité et de l'âme de l'individu. Puisque, évidemment, la techné prend la place de l'homme. Et on le voit très bien dans le domaine artistique. Là, on voit aujourd'hui des produits qui sont techniquement extraordinaires, dans le domaine du cinéma, en musique, etc. Ah oui, ça, techniquement, c'est superbe. Et derrière, c'est creux. Le cinéma, sortez-moi, dites-moi trois films depuis 20 ans où il y a vraiment d'excellents dialogues, je pense que vous avez du mal à en trouver. D'excellents dialogues, hein. Vous avez beaucoup de mal à en trouver. Je me régale avec des films de Duvivier en ce moment. Je suis en train de faire toute sa filmographie avec c'est les années 40-50. Il y avait des dialogues, hein, et parfois très très intéressants. Donc la technologie, c'est un symptôme de ce que justement l'homme disparaît progressivement. Bon, et ça, avec l'IA, c'est encore plus net. Ensuite, vous disiez juste avant. bien bien Oui, que sur le Moyen Âge. ouais Alors, ça me c'est évident qu'une société dictatoriale ou tyrannique, et ça c'est depuis toujours, a intérêt à faire croire qu'elle est beaucoup mieux que les sociétés qui la précèdent. Et effectivement, la grosse tarte à la crème, c'est le Moyen Âge, les gens qui vivaient dans la gadoue, euh, c'était des édentés, ils étaient asservis, ils payaient des impôts absolument monstrueux, et le Seigneur faisait absolument tout ce qu'il voulait. Les gens étaient lobotomisés par la propagande de l'Église. Enfin voilà, tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui et que la population continue à reproduire. D'ailleurs, très souvent, on croisait des gens qui disaient oui, l'Église a maintenu le fil, le logiciel, j'ai lu ça encore hier, le logiciel mental pendant des siècles. Bah, tout c'est complètement faux. Très très largement, on va dire. L'essentiel de cette idée-là est fausse. Et en revanche, en fait, c'est exprimer ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un contrôle aujourd'hui. Il y a des officines à n'en plus finir qui sont chargées justement de contrôler, qui sont des officines de propagande et qui fabriquent réellement aussi bien les nouvelles, l'actualité que un narratif, une progression de l'histoire officielle. Il y a des lois sur la pensée, sur l'expression. Autant tout ça n'existait pas. Il n'y avait pas chez Louis VII une officine qui était chargée de, de, de créer un narratif, de créer une propagande. Bon, tout ça s'est développé de manière très, très récente. Alors, il y avait une parole, effectivement, qui était une parole qui était essentiellement euh, promu par l'Église, parce que l'enseignement était enseignement celui de l'Église, mais il était fondé sur l'Évangile, et l'Évangile est naturel, est fondamentalement un texte de libération. Bon, mais sans entrer dans ce débat, euh, la population était évidemment beaucoup plus libre qu'elle n'est aujourd'hui.
évidemment. Et un auteur comme Jacques Hertz dit à raison que le cerf mal loti au Moyen Âge était plus libre que le locataire aujourd'hui de notre société contemporaine. Ça se mesure en argent, ça se mesure en droit. Parce qu'un cerf pouvait quitter son seigneur quand il le voulait, contrairement à ce qu'on pense. Euh, il jouissait de son bien et le transmettait à son fils. Personne ne le chassait de sa maison. Sa maison lui appartenait. Le seigneur n'avait aucun droit à l'en chasser. Voilà. Bon, et il ne payait pas de loyer. Il ne payait pas de loyer, le cerf. Il travaillait une partie de l'année pour le Seigneur, une petite partie de l'année, qui allait d'ailleurs en s'amenuisant. Enfin, bon. Il faut bref relire tout cela et relire en particulier les travaux d'historiens modernes qui ont dépassé cette vision caricaturale. Mais effectivement, l'idée que les choses étaient bien pis avant euh, est assez absurde et souvent contraire à la réalité. Alors je ne dis pas que tout était mieux avant, évidemment, hein. D'ailleurs, je développe une pensée dans le bouquin sur ce qui était mieux avant, ce qui était moins bien. Bon, c'est évidemment, c'est à jauger. Mais en gros, ce discours-là est un discours mensonger et relativement récent qui sert les intérêts de notre société. Pour dire aux gens, ça va beaucoup mieux qu'avant, hein, franchement, vous voyez bien, vous avez des conditions d'existence qui sont quand même bien préférables à ceux de vos ancêtres. Dire ça, c'est mentir aux gens et c'est obtenir d'eux une certaine soumission et une certaine tranquillité. D'ailleurs, en France, c'est très, très criant, parce que les Français sont convaincus que leur pays a une place prééminente, a une place de premier plan, que le train de vie, enfin l'existence des Français est parmi celles qui sont privilégiées à la surface de la Terre, que les libertés sont quand même plus développées qu'ailleurs. Voilà, ce genre de choses est très présent dans l'esprit des Français. Et ils se trompent lourdement. Oui, et puis là, ce qui moi j'observe, ce qui peut être préoccupant, c'est que pendant tout un temps, bah, il y a cette illusion-là que vous venez de décrire. Et puis quand il y a un moment donné où il y a une sorte de prise de conscience de tout ce qui va pas un peu plus profondément, il y a une désespérance qui arrive parce que que j'entends, c'est-à-dire que si on part du principe que avant c'était vraiment tout pire sur tous les domaines et que vraiment l'humain ah, était, était incompétent, un peu bête, etc. Ça veut dire que prendre conscience que bah, finalement, nous, on, on devient incompétent, un peu bête, etc., bah, on se dit, ah bah non, alors mince, on est en train, l'humain plein de vertus et de génie n'a jamais existé. J'ai cru qu'on était en train de le devenir, et d'un coup, je réalise que non. Et Mm. donc, non seulement on ne l'est pas, et Oui, j'ai l'impression qu'on l'a, enfin, et on me raconte qu'on ne l'a jamais été. Auquel oui, c'est cas, ça. ben, C'est ça. l'humain, il n'y a rien à en attendre. Donc, Oui, vous avez l'humain, raison. poubelle. Et je trouve Vous avez- qu'il y a ouais. ça qui s'immisce dans les esprits, et de manière un petit peu dangereuse, dans le sens que ça sert la désespérance, justement. Oui, tout à fait, c'est très désespérant, mais c'est effectivement faux, puisque Voilà. dire que les choses allaient très très mal jadis, c'est mentir. Dire que les choses vont très mal aujourd'hui, c'est un peu plus proche de la vérité, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, en Occident. Mais le monde est vaste, il y a des endroits où ça se passe très bien. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser, il faut avoir un peu de culture, il faut un peu voyager, il faut lire, il faut regarder ce qui se passait, et puis comparer. Il y a des choses qui vont mieux aujourd'hui, c'est certain. Et puis il y a des choses qui vont beaucoup, beaucoup moins bien. Et de manière générale, ça va mieux aujourd'hui pour les choses qui sont relativement secondaires, telles que le confort matériel. Effectivement, on a l'eau, le gaz, l'électricité que les rois n'avaient pas. Au miracle, nous bénéficions de prodiges, rien que l'eau courante, hein, c'est prodigieux. Et je pense que les gens, ils ouvrent un robinet, ils ne s'en rendent pas compte. Mais je pense que c'est bien de temps en temps de se remettre un petit peu dans l'esprit que c'est un luxe extrêmement rare dans l'histoire de l'humanité, et encore aujourd'hui d'ailleurs, à la surface de la Terre. Donc si on est capable un petit peu de comprendre, quand vous allez chez le dentiste et que vous avez une anesthésie, bah, euh, il faut peut-être remercier le ciel de vous avoir conçu en cette époque, parce qu'il y a 300 ans, c'était très très douloureux si vous aviez une carie, hein. L'opération était très douloureuse et puis les spécialistes n'étaient pas des très 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 bons spécialistes parce que la médecine avait quand même n'avait pas atteint les niveaux techniques qu'on a atteints aujourd'hui. Bon, et puis pareil, si vous êtes prisonnier, ben, il vaut mieux être prisonnier aujourd'hui dans une prison française qu'être prisonnier à l'époque de la Révolution française, par exemple, hein. Parce que jusque dans les années 60 ou 50, les conditions étaient extrêmement pénibles. Alors donc oui, il y avait des choses qui étaient plus douloureuses, mais sur le plan essentiel et non pas sur le plan des choses secondes et techniques, sur le plan essentiel, l'homme est moins libre, l'homme est moins accompli, l'homme est moins
au contact de son créateur, il est moins transcendant qu'il ne l'a été. Il est moins artiste, il est Ouais, moins écrivain, il est moins penseur, il est généralement moins instruit, il est moins vigilant, il est moins capable de se défendre, il est moins combatif, il est en moins bonne santé, il est moins riche. Bon, ça fait quand même pas mal de choses, quoi. Oui. ouais. Et justement, bah, par rapport à cet essentiel-là qui fait toute la différence au-delà du confort et des aspects pratiques, eh bien, et qui est le cœur de cette pensée quand même. Donc, on va maintenant en arriver et on va peut-être mieux mesurer ce que ça implique, avec tout ce qu'on s'est déjà dit là, sur la nature de la vraie liberté telle que vous la présentez, et donc Mm. de ses vertus. Alors, je propose, page 34, de lire ce passage. Alors, déjà, un très court passage que je trouve très, très clair. La liberté ne se résume pas à des propositions existantes. Voyez-la comme une étendue qui se déploie au fur et à mesure de votre avancée. Il y a ça, et il y a aussi cet autre passage. Un prof de philo à la fac pose la question: la liberté a-t-elle des limites? Réponse attendue: oui. Il ne faut pas marcher sur les pieds d'autrui. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ce que vous avez entendu à l'âge de 5 ans si vous avez été un peu éduqué. La bonne réponse est non. La véritable liberté n'a aucune limite. Un inventeur n'a aucune limite, en principe. Ce n'est hélas plus vrai. Un inventeur est confronté à 1000 empêchements qui sont des limites. Tant et tant qu'il fout le camp dans la Silicon Valley. Mais dans son processus créatif, en principe, il n'a aucune limite. La liberté à laquelle des limites s'imposent n'est pas la vraie liberté. C'est la liberté légale. Et on voit par là combien il y a subversion et réduction. Le seul fait de dire votre liberté s'arrête là où commence celle d'autrui est d'une monstrueuse fausseté égoïste et individualiste, car, en principe, les hommes s'entraidant, leur liberté additionnée devrait multiplier chacune des leurs. Votre liberté commence et rebondit là où commence celle d'autrui. C'est moi qui la répète, je trouve ça intéressant comme nouvel éclairage. Votre liberté recommence et rebondit là où commence celle d'autrui. Justement, si l'on a l'esprit non pas légaliste et défendant son médiocre bout de terrain, mais aventurier et conquérant. Votre liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, mais c'est une liberté de chenil, cela. La vraie liberté est sans limite, dis-je, il n'y a aucune limite à repousser si ce n'est en soi et dans l'absolu, en Dieu, dans un effort qui n'est pas un combat contre un autrui, mais contre des faiblesses, les siennes propres, et vers un dépassement auquel nous sommes appelés. Voilà qui permet d'élargir le débat. Oui. Si vous souhaitez commenter notamment, et vous le faites ailleurs dans le livre, parce que ce à quoi forcément on peut avoir envie de rétorquer, c'est-à-dire, bah oui, oui, alors c'est très beau, c'est très, il y a une forme d'idéalisme de la liberté que moi je trouve très beau, mais pas que beau, je trouve ça aussi assez réel. Et bien sûr, il y a un côté, oui, mais quand même les garde-fous, si tout le monde fait tout ce qu'il veut. Alors, vous le tempérez à d'autres moments du livre. Est-ce que vous voulez en dire un mot sur... Oui, alors, c'est pas une question de si chacun fait ce qu'il veut, c'est pas ça, c'est pas la question. La liberté, elle a deux volets principaux qui sont confondus dans l'esprit des gens. Les gens, quand on parle de liberté aux gens, ils parlent liberté de choix. J'ai le choix d'aller dans le jardin de mon voisin, j'ai le choix de rouler à 130 sur une petite route, j'ai le choix de choisir entre tel ou tel candidat aux élections. Ça, c'est la liberté de choix. C'est la liberté à laquelle les gens pensent. J'ai la liberté de faire ce que je veux. C'est la liberté de la statue de la liberté. J'ai la liberté de, de choisir entre différentes options. Mais ça n'est pas la vraie liberté. C'est une toute petite partie de la liberté, si vous voulez. C'est comme si vous me disiez, fabriquer un mur, c'est être un architecte. Non, c'est très réducteur. Architecte, c'est pas seulement faire construire un mur. Ça, c'est de la maçonnerie. La liberté de choix est à la liberté ce qu'est le mur à la maçonnerie, à l'architecture. C'est de la petite maçonnerie. Notre liberté, c'est pouvoir nous déployer et donc changer profondément nos horizons, déployer nos horizons. Et je donne l'exemple, si vous apprenez le chinois ou le malais
le Békélé, eh bien, vous allez apprendre une langue et donc découvrir une nouvelle civilisation. Et donc être au contact, éventuellement, de ces populations, leur parler, de découvrir de nouvelles personnes, de vous faire de nouveaux amis, etc. Vous allez déployer une liberté qui va donc changer de nature au fur et à mesure que vous l'augmentez. Si vous apprenez à bien jouer d'un instrument de musique, vous allez pouvoir évidemment développer votre être intérieur, votre musicalité, rencontrer des gens, etc., etc. Donc vous déployez. La liberté, fondamentalement, c'est une dynamique, c'est pas un choix. C'est pas choisir entre différentes options. C'est quelque chose qui se déploie. Or, cette notion disparaît complètement quand quelqu'un vous rétorque. Oui, mais alors si on dit aux gens qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est la bérésina. Vous n'avez pas compris. Là, vous nous parlez de la liberté de choix, qu'il faut effectivement euh, limiter. Vous ne pouvez pas donner le choix à chacun de l'assassiner son voisin. Donc la loi est nécessaire pour dire votre liberté a une limite. Alors je prends un exemple dans le livre, je crois, c'est euh, la loi dit que vous n'avez pas la liberté de rouler à 180 sur l'autoroute, d'accord? En revanche, elle ne parle pas, et elle ne doit surtout pas parler de la destination que je me donne moi sur la route. Si j'ai envie de partir en Espagne ou en Irlande, au Danemark ou en Norvège, j'ai le droit, normalement. Normalement. La loi n'a pas à me dire là où je dois aller. La loi doit uniquement se contenter de limiter ma liberté de choix à ce que je dois faire, ce qui est licite. Et à ce moment-là, oui, ma liberté légale s'arrête là où commence celle des autres. Je n'ai pas à rentrer dans le jardin de mon voisin s'il ne m'y autorise pas. C'est très simple. Mais il faut sortir de cette petite dimension-là pour aller vers la vraie liberté qui est le déploiement de l'individu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on comprend ça, on sort de cette espèce de vision extrêmement limitative. Hmm. Oui. Et bon, c'est un point important et à bien méditer. Alors, bon, puisque on est sur des questions de la loi, alors on pourrait enchaîner avec l'aspect surabondance des lois. Et je vais donner une petite citation euh, à ce sujet. Alors, je rends hommage juste avant que vous le fassiez à Ouais, quelqu'un qui m'a éveillé à cette question de la liberté, liberté de choix et liberté de déploiement. C'est quelqu'un qui s'appelait Claire Le Breton, qui est une philosophe, qui a écrit un ou deux livres là, que vous pourriez retrouver. C'est une très bonne amie. Et on a beaucoup parlé à ce sujet, beaucoup échangé à ce sujet. Et voilà, cette rencontre m'a amené sur la piste de cette question. Donc, c'est elle qui m'a amené cette prise de conscience à faire entre liberté de choix et et l'autre véritable liberté de déploiement. Voilà, ça, je voulais lui rendre hommage. ouais, bah, c'est marrant, c'est bien. Merci, effectivement. Et je note Claire Le Breton. Le Breton, oui. Lebreton. Ah oui. Ok. Voilà. Alors, sur cette entrave que sont devenues les lois, justement, alors que, bon, ben voilà, on l'a dit, il en faut dans une certaine mesure. Le déploiement de l'être est indispensable à sa survie, et ce déploiement ne peut en aucun cas être dicté par une loi. La vie est expansion, et la loi ne peut la prévoir. On a fait énormément de lois pour protéger, mais on a ainsi fait une cage. Il faut donc abroger énormément de lois et dissuader d'en faire. Ne la tolérer que dans des cas hautement nécessaires, c'est-à-dire presque jamais. Oui. Voilà. Et alors là, peut-être vous Alors, pouvez dire un mot non, voilà. là-dessus. Normalement, s'il y a véritablement une marche et un progrès de l'humanité, plus ça va, moins on devrait avoir de lois, en toute logique. Or, on a exactement le contraire, ce qui montre bien que nos postulats de base sont mauvais. Hmm. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je sais plus qui, mais il y a des gens ont publié assez récemment, dans les 2 dernières années, là, ils se sont, j'allais dire, amusés, en tout cas, ils ont travaillé à euh, comparer je crois, les différents codes et leur épaisseur et le nombre de textes qu'il y a dedans. Et en 20 ou 30 ans, là, c'est assez prodigieux. Oui, Comment c'est c'est symptomatique. exponentiel, en fait, c'est Oui, c'est exponentiel. symptomatique. Et à chaque fois qu'un député pond un nouveau texte, il est dans cette matrice fausse qui est celle dont nous parlons et il est donc dans la domestication. C'est un domesticateur, mais il ne le sait pas. Donc c'est pour moi extrêmement clair. Plus ça va, plus l'homme est éclairé, moins il a besoin de lois légales. Donc il va y en avoir extrêmement peu. Et rappelez-vous, on parlait de époque par le passé. Jadis, il y avait très 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 peu de lois. Le français du XVe siècle, il ne subissait pratiquement aucune loi.
C'était quasiment inexistant. Le corpus des lois, c'était quasiment inexistant. Il y avait surtout des lois morales, mais ensuite, il y avait très peu de lois légales l'encadrant tous les jours. Pourquoi? Parce que c'était une société de gens responsables. Et plus les gens étaient responsables, moins ils étaient criminels, moins ils faisaient de bêtises. Moins vous avez de lois, plus vous avez des responsabilisations, plus vous avez de justice sociale, de paix, de prospérité, etc. Tout est lié. On pourrait parler, enfin j'en parle dans le livre, du code de la route. Dans les pays où il y a très peu de code de la route, vous avez beaucoup moins d'accidents, les gens conduisent beaucoup mieux, beaucoup moins d'embouteillages, beaucoup moins de dépenses en carburant, enfin tout est lié. Alors, ça ne veut pas dire que tout est au point, parce que vous avez quand même à Jakarta des embouteillages, etc. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais euh, avec des populations semblables, vous auriez beaucoup plus d'embouteillages avec nos conducteurs à nous, Européens, s'ils étaient à Jakarta, en même nombre. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a moins de capacité, il y a moins de fluidité, il y a moins d'anticipation, etc. Donc, ce principe, si on l'étend, va très loin. Plus vous libérez l'individu, plus il est amené à se prendre en charge, plus il est capable, plus il est responsable, plus la société, finalement, fonctionne mieux. Et on a eu des sociétés avec pratiquement zéro crime, zéro problème. Enfin, pratiquement. Si vous comparez la criminalité entre le 18e et aujourd'hui, nous avons connu une augmentation phénoménale. Pourquoi? Parce que nous avons produit de la domestication. C'est la domestication qui est le vecteur numéro un de la criminalité et de bien d'autres mots. Oui, c'est sûr. C'est ouais. Je pensais à un truc puis j'ai oublié en vous écoutant, mais voilà, ben merci. Et donc là, au sujet de toujours des lois et de la Constitution en particulier, dont j'ai évoqué ça tout à l'heure. Donc là, voici le passage auquel je faisais référence. Cette société est donc le contraire de ce que les grands textes désignent comme des sociétés libres, puisque justement la circonscription des choix est contraire à la liberté. C'est une société normalisée et c'est hors du droit constitutionnel. La Constitution de la République est en fait bien plus généreuse qu'elle, où l'on voit que c'est devenu un programme publicitaire, un lointain souvenir d'esprit d'ancien régime. Voilà. Et Oui, c'est la vrai que Constitution qui était une régression, bah, aujourd'hui, avec la descente continuelle depuis 200 ans, évidemment, pour nous, ça paraît inatteignable, absolument magnifique, parce que, évidemment, la loi a tout bouffé, les textes réglementaires, la norme, et maintenant la consigne. La consigne. Hier, j'étais avec une directrice d'école, et je lui disais, mais madame, il faut respecter la loi. Elle me disait, ah, mais moi, je vais respecter la consigne du ministère. Je dis, mais madame, non, vous devez respecter la loi avant la consigne. Vous ne pouvez pas être hors la loi. Ah, écoutez, moi, je vous verrai avec le ministère, moi, je suis les consignes. Donc, même la loi elle-même, c'est plus suffisant, il faut en arriver à des consignes, des circulaires, des choses qui suppléent la loi. Donc, on s'éloigne de plus en plus de la nature même du régime qui se voulait, s'appuyant sur la Constitution, un régime où l'homme serait responsable de ses choix, de son destin, il n'y aurait plus de tyrannie, il n'y aurait plus de tout ce que la Révolution a prétendu abattre. Ben, on a créé une tyrannie beaucoup plus redoutable que simplement le roi. C'est la tyrannie où chacun en arrive à se soumettre lui-même à des entités qui ne sont pas censées être ses maîtresses. C'est oui, fascinant. on y reviendra peut-être tout à l'heure si on a le temps. Là, j'avoue, j'ai un petit peu sauté certains passages, mais à un moment donné, vous en parlez par rapport au consentement, comment bah, c'est central et que et voilà, on verra peut-être en fait, c'est central dans cette domestication, cet esclavagisme moderne. Il y avait l'esclave d'avant était fouetté. Aujourd'hui, Oui. l'esclave d'aujourd'hui n'a pas besoin d'être fouetté. Et c'est Il tout se là, fouette lui-même. il Oui, c'est se ça. fouette lui-même, il Oui, consent. Et, oui, bien et sûr. voilà, ça c'est donc c'est intéressant comme Et il est différence par diminué, rapport à... il est considérablement diminué par rapport à l'esclave de jadis. Donc Ouais, il n'est même pas en capacité de se rebeller, il n'a même pas conscience de sa condition. ouais. C'est un changement capital. C'est ce que je dis souvent avec le néocolonialisme qui est en fait plus sournois mais qui peut être bien pire parce que il y a le même type de problématique, c'est que Oui, c'est certain. Oui, on s'en rend moins compte alors qu'en fait finalement il y a le oui, absolument. C'est beaucoup même plus. mécanisme à la fin. Il y a un autre aspect là du côté loi que j'ai trouvé intéressant que
qui fait partie de votre discours qu'on retrouve à différents endroits, mais là qui est bien efficacement rappelé, Mhm. et très clairement. Un gendarme dit à un citoyen qui a été interrogé au sujet d'un fait divers, c'est bon, vous pouvez disposer. C'est la même inversion. Le gendarme congédie le citoyen, c'est formidable. Celui qui est le sujet central de la Constitution est le souverain, et maintenant le domestique qu'on renvoie. Oui, oui, c'est phénoménal. Ça en dit long, ouais. C'est phénoménal. Mais les juges, les procureurs dans les tribunaux traitent comme ça les gens. Il faut aller sur Internet regarder des vidéos sur des jugements qui se passent, des audiences. Mais allez voir la manière dont les procureurs et les juges parlent aux citoyens. Ils s'adressent à un gamin de 5 ans. Ils se permettent de lui faire la leçon. C'est absolument hallucinant. Ça mériterait des coups de bâton. C'est exactement l'antithèse de ce que disait la Constitution. Bah, toujours pareil, matrice de domestication. C'est vous, le citoyen, qui êtes mon obligé, moi, juge, moi, le procureur. Je peux me permettre de vous parler comme ça parce que je suis au-dessus de vous. Le fond de l'affaire, c'est je suis au-dessus de vous, je suis votre maître. Et moi-même, j'ai gratté, j'ai grenouillé pour arriver là où j'en suis. Et je vais continuer à grenouiller toute ma vie pour continuer à monter misérablement sur mon rocher, tout en ayant perdu toutes mes fonctions d'homme. Donc voilà, c'est une autre sorte d'humanité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et Alors qui se évidemment, façonne depuis le plus jeune âge, n'est-ce pas? Alors vous étiez avec une directrice d'école hier, et donc il en est question aussi dans cette pensée numéro 16 par rapport à ce qu'est l'éducation nationale, de ce qu'elle dit de toute cette idéologie, et du bras armé de tout cela qu'elle représente. Alors, il y a cette citation-là, page 41. La civilisation harmonise les individus. Elle ne les fond pas. Elle ne les confond pas. Elle ne les fusionne pas. Qu'est-ce que c'est que cette volonté d'imposer quoi que ce soit à l'enfant et aux familles? Comment se fait-il que progressivement on substitue à la volonté de la famille celle de fonctionnaires, qui plus est instrumentalisée? C'est la vieille conception totalitaire de la convention qui renaît. C'est du communisme. Voilà pourquoi il faut parler de soviétisation. Une oui, soviétisation qui a pour ambition d'être mondiale sous l'égide de l'Occident, lequel s'isole du vaste monde. Le communisme a haï la pensée individuelle et a institué les programmes rééducatifs avec ses millions de victimes, et ça n'a pas servi de leçon. La République française s'y remet. Une oui, évolution encore plus totalitaire se fait jour, illustrée par BFM, laquelle ose afficher le 19 mai 2023 à 19h35 en bandeau: Éducation à domicile, quel contrôle? L'éducation à domicile et non plus seulement l'école à domicile. Ce n'est plus l'école à la maison qu'on veut contrôler, c'est toute l'éducation. Ce que vous appelez l'instruction est grignoté par le concept d'éducation qui permet d'étendre la mainmise de l'État. C'est une vieille tentation, l'enfant arraché à la famille et remis au grand Moloch qui sait tout. Pour ce faire, brandir des exemples de mauvaises familles. oui. Ça, on le voit bien à l'heure actuelle, depuis quelques années, monter en puissance. Cela Oui. dit, Hier, cette même directrice, je lui parlais du programme EVARS. oui, Bon, et je lui disais, il est entendu, madame, que bien sûr, mon enfant ne viendra pas à l'école ce jour-là. Elle me regarde avec des grands yeux, elle me dit, mais monsieur, mais les contenus sont obligatoires. Je lui dis, où est-ce que vous avez vu ça, madame? Dans quelle loi? Pouvez-vous me sortir le texte de loi? Où est-ce que c'est marqué? Ah, écoutez, monsieur, nous, on a des instructions de la part du ministère. Je dis, madame, quelle est la loi? Il n'y a pas de programme obligatoire en France. Ah, écoutez, vous verrez avec le ministère. Ah, c'est le leitmotiv. Il n'y a plus de conscience. Et ils en arrivent à vous dire des choses qui n'ont rien à voir, pas même avec la loi. Alors déjà que la loi est surabondante et universelle, elle touche à tout, mais en plus, ils vont au-delà rajouter du texte et des obligations, des interdits, au jour le jour, comme ça leur convient. Voilà, au gré du vent, ils vont considérer que désormais, il est obligatoire d'assister à tel ou tel programme infâme. Donc là, ils ont complètement perdu le contrôle de la situation. Ils sont en roue libre complet. Et la soviétisation, bah, c'est la domestication euh, achevée à son paroxysme. C'est ce qu'on a vu en Union soviétique, effectivement, et aujourd'hui qu'on voit encore plus dans notre Occident, puisque beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, beaucoup plus achevé, en fait, beaucoup plus scientifique. La soviétisation, c'est une domestication très, très scientifique. c'est
pour reprendre ce que je racontais avec le colonialisme et le néocolonialisme, bah là, c'est la néo-soviétisation. Oui, c'est ça. Et que vous développez d'ailleurs bien aussi dans au moins une pensée de ce livre-là, sur, bah, je crois, une grande énumération de tout ce qui caractérise Oui, et démontre la oui, soviétisation de oui, c'est ça. l'Occident, de Oui, l'Europe. c'est ça. Et c'est vrai que bon, bah, voilà, c'est intéressant de lire cette longue liste de... Oui, parce que souvent on nous dit, oh, vous exagérez quand même, c'est pas l'Union soviétique. Et j'ai dit, si, 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 si. Et je voulais absolument, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une liste la plus exhaustive possible sur tous les symptômes de la soviétisation, de façon à ce qu'on ne me dise pas, non, non, on n'est pas en soviétisation. Vous regardez bien les choses de près, et même si ce n'est pas une liste exhaustive, parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à ajouter, vous avez quand même tous les éléments qui vous montrent qu'il n'y a aucune discussion possible, et que c'est même pire qu'à l'époque soviétique russe. Donc on est dedans, il n'y a pas de discussion possible. Pour moi, le débat est clos. Le vrai débat, c'est comment en sortir. Mais la prise en charge, enfin tout, même parfois c'est comique, hein. Parce que c'était très drôle, hein. Si vous avez un petit peu de recul sur les choses, on arrive à des choses démentes, quoi. Celui qui essaie de créer une entreprise, bon, moi récemment, sortant de prison, donc je n'avais plus aucun droit social, pas de sécu, puis j'ai créé une petite activité, une petite entreprise, mais il faut voir, là, c'est c'est- c'est plus que de l'absurdité, c'est du délire, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est peut-être pour se donner une idée, passer 5 jours devant votre miroir à répéter la même phrase. Mais au bout de 5 jours, vous allez approcher à peu près le niveau de folie que ça peut être, quoi. Vous serez lassé bien avant d'y arriver, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Ben, je le raconte un petit peu dans le livre. Oui, c'est bah, c'est une sorte d'aliénation, enfin, c'est vrai. Et alors là, En ce fait, que je trouvais en fait, un... en fait, dans le livre, pardon, excusez-moi, je raconte en fait, dans le livre, je raconte pas mon aventure parce qu'évidemment le livre était créé avant, mais je raconte l'aventure de ma femme qui a créé elle-même sa Oui, propre activité. Voilà. tout à fait, tout à fait. Et bon, moi, qui ai toujours été à mon compte, je vois bien de quoi vous parlez. Et il est vrai que vous parlez de votre femme, je l'ai pas précisé comme vous le disiez, mais je m'en souviens précisément. C'est très réel. Et Oui, oui. Mais je comprends qu'il y a des gens qui se flinguent, hein, qui soient découragés. Parce que vraiment, je pense que pour certaines personnes, tout ça, ça doit être un parcours de combattant tel que c'est même pire qu'un parcours du combattant. On n'a jamais vu ça. Mais on rejoint justement la dimension mythologique. Et là, je pense que vraiment, nous sommes dans un temps qui rappelle, qui ressemble à ce que racontaient les mythologies anciennes. Dédale. Hmm. Dédale, c'est ça. Quand vous courez d'une administration à l'autre, ne serait-ce que pour créer une activité, ou obtenir un code APE, c'est un truc de fou. Vous avez affaire à soi-disant guichet unique, vous en avez 15 des guichets. Ouais, C'est absolument fou. Guichet unique, il faut passer ensuite par l'URSSAF, ensuite par l'INPI, ensuite par. Mais il y en a une liste absolument incroyable pour obtenir un code APE. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous allez dans certains pays, vous allez en 15 minutes, votre entreprise est créée, et puis personne ne vient vous emmerder. Et ça se fait comme ça. En Malaisie, mon activité, j'ai confié ça à un cabinet qui s'en occupe. C'est ce que tout le monde fait, hein. C'est des gens qui s'en occupent pour 4 fois, 3 francs 6 sous, pour 4 fois rien. Et l'entreprise, elle est créée sur place. Bon, je dis un quart d'heure, disons 1 heure. En 1 heure, c'est fait. Vous avez rempli tous les papiers. Voilà, il y a enfin, aucun problème, aucune difficulté. Mais en France, vous allez y passer 3 semaines à créer une entreprise. ouais, Même pas. Vous avez de la ça me fait chance. penser un petit peu à ce truc qu'on connaît tous où on est dans une pièce, il y a un bruit de, je sais pas quoi, de ventilation là, qui est très présent, mais à force, on l'a oublié. Et puis c'est au Mhm. moment où ça s'arrête, oh là là, mais le bien que ça fait. Oui, Et là, c'est ça. c'est pareil, notre société, Oui. en France, notamment, bah, Mhm. on vit dans ce bruit-là, donc on finit par s'y Oui, habituer tant bien que mal. Certains, bon, finissent par être sourds ou avoir des problèmes d'oreille, mais une bonne partie s'y habitue. Mais si ça s'arrêtait, Ah oui. on serait Ah, pas je dis à trop. tous ceux qui prétendent que les choses sont pas si mal et fonctionnent pas de façon pas pire qu'avant, là, je leur dis, dans 100% des cas, vos ancêtres, ils verraient la situation dans laquelle vous êtes, ils, ils seraient fous, quoi. Ils ne vous comprendraient pas. Et je pense que de là où ils sont, ils doivent admirer notre capacité à vivre dans une telle situation. Situation plus qu'ubuesque, hein, c'est kafkaïen. Mais bon, Euh, là, c'est dit. Maintenant, voilà, il faut passer bon, faut passer à passons, la délivrance.
Ouais, tout à fait. On va y venir sur l'instruction parce que c'est une des clés et je trouvais intéressant justement d'aller piocher encore dans l'histoire pour se rappeler que ça n'a pas toujours été comme ça et que donc il y a des inspirations à aller chercher dans ce qui fut. Hilarion de Tourville, avant qu'il fût amiral de France, l'un de nos plus grands hommes que les Français ne connaissent pas, merci à l'éducation nationale qui a fait table rase du meilleur de notre histoire, passa par un lycée, qu'on appelait alors une académie d'armes, où les jeunes apprenaient qu'un gentilhomme doit être brave, courtois, qu'il sache se défendre, parler latin et français, voir clair et juger, être libre intellectuellement et être bon chrétien, c'est-à-dire point par point l'antithèse d'une école de la République. À croire que celle-ci a soigneusement fait les choses. Ouais, voilà, je voulais m'arrêter là. Pardon. Oui, 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 ben voilà. Voilà. Hilarion de Tourville, l'homme qui vainquit les Anglais et les Anglo-Hollandais à 19 contre 76, si je ne me trompe pas. 19 navires contre 76, il faut lire cette histoire. Bon, voilà, sorti de lycée de l'époque, c'est-à-dire l'Académie d'armes. Voilà. Bon, on a changé d'époque. On n'a plus du tout les Ouais. mêmes individus, hein, ça, c'est tout à fait certain. Bien. Alors, justement, pour aller vers ce qui est réjouissant aussi, donc on en parlait, c'est pas partout pareil, et il y a donc des modèles dont on peut s'inspirer. Alors vous avez vécu en Malaisie, et vous en parlez ici. En Malaisie, je vois des gens heureux, rien ne les assiste, ils font tout seuls. Il n'y a presque pas de chômage, ils se débrouillent. Il n'y a aucune aide publique, très peu d'institutions. Malheureusement, ils s'y mettent, prenant notre mauvais exemple. Leur Mhm. vitalité est pour l'instant bien plus élevée de ce fait. Leur santé aussi. Ils réagissent plus spontanément, sourient, sont aimables, ils ne sont pas obèses, ils ne courent pas partout, ils sont des êtres humains qui et développés, ce que nous avons de moins en moins. Les pays du tiers-monde ne sont souvent sous-développés que du point de vue matériel. Ils sont bien plus évolués que nous sur le plan humain. Est-ce que vous voulez un petit peu en dire davantage sur votre expérience en Malaisie? Non, je pense que là, tout est dit, hein. Ouais. Mais je conseille vraiment aux personnes de voyager, de partir d'ailleurs, s'ils le peuvent. Nous les aidons d'ailleurs à ce sujet. Euh, mais oui, essayer de dépasser les frontières ce- de ce qui est devenu un petit pays qui s'appelle la République française. Il y a vraiment beaucoup de choses formidables à voir et tout n'est pas comme ici. Vraiment, il y a des tas de choses possibles et vous pourrez, moi je vous encourage non seulement à voyager, mais si possible à aller vivre ailleurs, au moins quelques années. Et vous verrez que beaucoup de choses sont possibles dans votre vie. Hmm. Alors là, sur la Malaisie, il y avait un autre passage, mais bon, voilà, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, alors, on a parlé un petit peu du Moyen Âge, l'époque des rois, etc. On pourrait revenir un petit peu dessus, sur donc les vertus oubliées ou niées, parce que c'est souvent aussi de cet ordre-là, hein, de la France royale. Alors j'aurais pu la citer tout à l'heure, mais je la vois maintenant. Voilà la citation. Pour ce qui est de comprendre comment ce principe peut s'étendre à la société tout entière, il faudra sans doute encore un siècle avant que les politiciens et les journalistes ne saisissent à quel point la France se fourvoie dans sa culture de prise en charge. Il faut de l'espace vide. Il faut que le domaine public rentre dans sa coquille. La France royale était extrêmement prospère, notamment parce que le domaine de l'État était réduit à presque rien. Mhm. Essentiellement la politique étrangère et une impulsion culturelle, un peu économique venant de la cour. Les Français faisaient tout par eux-mêmes. Le roi et ses très rares ministres ne leur demandaient pour ainsi dire rien. Ils étaient Oui, inexistants, du moins extrêmement lointains. On fichait la paix aux Français. La France était un espace essentiellement libre. Le nombre d'agents de l'État était merveilleusement ridicule. Cet espace, ce vide où s'épand la vie, est maintenant entièrement arpenté, comblé par le contrôle, la norme, la paperasse et les tribunaux. oui, Voilà. Bon, là, ça exprime ce qu'on a déjà un peu vu, mais bon, bah, ça permet de faire une synthèse assez efficace de cet aspect-là. oui. Souhaitez-vous, mais bon, on en Oui, a parlé. voilà, pour ceux que la question intéresse, qu'ils lisent Ouais. Le Moyen Âge et une imposture et d'autres ouvrages de ce genre qui sont très très intéressants. Et on verra qu'effectivement, la Révolution, c'est un processus d'autodestruction en produisant du texte, de la norme et de l'institution.
Alors ça a eu un avantage pendant un certain temps, ça a fasciné, ça a permis de faire des grandes avenues à Paris, ça a permis d'avoir du prestige, ça a permis de faire de grands monuments, etc. Effectivement, vous n'avez pas dans certains pays du monde autant de puissance publique, euh, laquelle n'est pas toujours inutile, hein, il est toujours bon, il peut être bon aussi que l'État ait certains moyens. Je ne dis pas qu'il faut absolument le détruire, mais du moins il faut le réduire dans une proportion très considérable. Je pense qu'il faut le ramener de pratiquement de 100 à 1 ou de 100 à 2. Et, euh, et alors, à ce moment-là, les Français retrouveront effectivement leur liberté et leur capacité intellectuelle et leur prospérité. Pour l'instant, le Français attend de l'État. Il pleure, il demande à l'État de s'occuper de lui, de l'aider, il manifeste, sans arrêt, il retourne auprès de son seigneur et prince et maître, qu'est l'État. Et ça en dit long, ça en dit long. C'était pas du tout le réflexe de nos ancêtres, qui, eux, ne faisaient pas de manif. Il n'y a pas de manif au XVIIe siècle, hein. Voilà, on n'allait pas. Si vraiment on était content contre le Seigneur ou contre le roi, on lui faisait la guerre. Mais en général, on n'en arrivait pas à cette extrémité parce qu'on n'en avait pas besoin, tout simplement. Le roi n'avait aucune espèce d'influence sur ce qui se passait au fin fond du Berry, de la Provence, de la Picardie ou de la Bretagne. L'administration était inexistante. Et il n'y a rien de mieux qu'une telle situation. Et je pense à cet égard qu'il faut restaurer une bonne part d'anarchie, c'est-à-dire de suppression de présence publique et de lois, de textes et de domination de quelque espèce qu'elle soit. Donc là, je pense qu'il faut mettre une dose d'anarchie dans les régimes, non pas l'anarchie au sens du chaos, mais le sens de l'absence de puissance publique. Je crois qu'il faut redécouvrir l'anarchie. Et les anarchistes, c'est des gens d'ailleurs très intéressants, parfois excessifs. Certains ont conduit à des débordements et à des erreurs qui ont été commises, reprises d'ailleurs par les mouvements que nous avons cités tout à l'heure, notamment le socialisme et le communisme, qui ont repris une part de l'anarchisme, mais qui l'ont essentiellement trahi en réalité, puisque l'anarchisme, c'est le refus de toute espèce de, justement, de domination politique, ce que le socialisme, lui, s'est empressé de faire. Donc je pense que c'est intéressant de redécouvrir ça, de s'intéresser à qui étaient les anarchistes et de voir dans quelle manière on peut remettre cela dans notre société en retrouvant une situation où il y a très peu de présence de personnel public, de lois, de contraintes, de normes, de règlements. Voilà. Et bien sûr, le fait de retirer du règlement et de retirer de la loi, ça va amener certains incidents, c'est évident. Mais il vaut mieux ces incidents que de prendre en charge l'individu comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut remettre un peu de risque, un petit peu de spontanéité, un peu de dérèglement. Un petit peu de désordre ne fera pas de mal. Les gens vont retrouver un petit peu leurs instincts. Je montrais il n'y a pas très longtemps sur Internet une vidéo où on voit les gens conduire en Indonésie. Donc en Indonésie, très souvent, il n'y a pas de feu rouge. Les ronds-points, les gens les prennent dans n'importe quel sens. Ça fonce, hein, les gens ils foncent. Vous voyez, vous avez une prise de vue là, de cette vidéo que j'ai montrée, vous avez une prise de vue au-dessus d'un carrefour là, et les gens se frôlent vraiment. Vous avez l'impression qu'ils vont se percuter. Ils se frôlent. Ils sont habitués. Étant habitués parce qu'il n'y a aucune prise en charge de l'État, il n'y a pas de feu rouge, encore une fois, il n'y a pas de sens obligatoire, il n'y a pas de policier pour faire la circulation. Les gens sont d'une habileté extraordinaire. Étendez ce principe. Si on vous laissait tranquille dans tout ce que vous faites, vous développeriez des facultés formidables. Encore une fois, c'est pareil, c'est dans le domaine du sport. Plus vous pratiquez, plus vous faites les choses, meilleur vous êtes. Eh bien, si on étend ce principe dans le domaine politique, je vous assure que ça va aller très très loin. Les gens vont retrouver une faculté à décider pour eux-mêmes et à prendre en main la société plutôt que de se faire gouverner par des gens qui ne connaissent pas et qui sont généralement irresponsables. Voilà une petite vidéo comme ça l'air de rien, mais on peut en tirer bien des conclusions. Ouais. Sur les anarchistes, c'était intéressant effectivement d'en parler et je crois que c'est vrai qu'il faut vraiment insister, c'est de retourner voir quels étaient les anarchistes jadis, ce qu'ils disaient, parce que il y Oui. a le problème, c'est que ça s'est vraiment dévoyé, que aujourd'hui, enfin, pour découvrir l'anarchisme, je pense qu'il vaut mieux éviter de, enfin, faut peut-être retourner aux sources, parce que moi, ça m'est arrivé de parler avec des anarchistes actuels, où je trouve que ça s'est bien dévoyé, et là, pour moi, c'est pas assez consistant, quoi. C'est juste une espèce de prôner une forme de chaos, mais bon, on sait pas trop quoi en faire. Moi, Enfin, moi, j'ai j'ai pas lu bien un compris, quoi. très bon bouquin qui pourra intéresser les lecteurs, hein, qui est très bien, que je recommande, Georges Blond. Et non Oui, plus. Non, on je sais le pas voit, si- ouais. voilà. Georges Georges Blond, Blanc. La Grande Armée du Drapeau Noir. D'accord, ouais. Ça y est, on le voit bien. Très bon livre, hein. Ouais. Passionnant, vraiment, c'est très bien raconté.
Très intéressant. Georges Blond, c'est un ancien journaliste de Je suis partout, presse d'occupation absolument interdite, tout ce que... Mais là, enfin, franchement, il prend la défense des anarchistes et des premiers socialistes. C'est très intéressant. Il est très humain. Il n'est pas du tout infréquentable. Très, très intéressant. Il raconte la misère et dans quelles conditions, et puis les tyrannies de l'époque, et dans quelles conditions le monde ouvrier a commencé à ressentir les conditions de travail qui s'étaient évidemment écroulées entre le 18e et avec la Révolution, hein. C'est l'écroulement des conditions sociales. Les bourgeois prennent le pouvoir et donc imposent des conditions épouvantables aux travailleurs qu'ils n'auraient jamais acceptées, évidemment, 100 ans auparavant, et que Louis XV n'aurait jamais admises, par exemple. Donc, c'est l'effondrement. Et donc, l'anarchie euh, des Kropotkin et des Louise Michel et autres sont des gens très, très intéressants qui, prenant le contre-pied de ce pouvoir euh, bourgeois, où les tribunaux donnent toujours raison aux possédants, enfin tout ce qu'on a connu, hein, c'est vraiment, on connaît ça par cœur, hein, on en a été bercé et gavé, je dirais, depuis notre enfance, sans d'ailleurs aller chercher vraiment les faits réels et ce qui s'est passé. Mais on sait un peu ce qu'était le cadre du 19e siècle. Eh bien, ces gens-là ont fait une démarche intellectuelle en allant jusqu'au bout et en souhaitant que le pouvoir, de manière générale, recule. Et c'était ça finalement, et je pense qu'il faut s'y intéresser. Donc, ils n'auront pas eu gain de cause à l'époque, puisqu'ils ont été, ils ont disparu, ils ont été laminés en fait par le pouvoir et par leur propre faute eux-mêmes, parce qu'ils se servaient beaucoup des attentats à la bombe à l'époque, hein. C'était la grande époque, vous savez, vous voyez ça dans les brigades du Tigre, les anarchistes qui jettent des bombes dans les restaurants. Bon, ça a été toute une époque, hein, dans les années 80-90, 1880-90. 93 en particulier, c'était une période assez violente à Paris, hein. Il y a eu pas mal d'événements. C'était d'ailleurs absolument incroyable parce que bon, quelqu'un signalait une bombe, le policier venait, demandait à la personne qui avait signalé de prendre la bombe dans les mains et puis de l'emmener avec lui au poste. Et puis on allait au poste et puis là ça explosait la bombe. À l'époque il n'y avait pas de déminage, il n'y avait pas de choses comme ça. Enfin c'était incroyable, il faut dire ça, c'est absolument incroyable, quoi. Tout le commissariat explose, il y a 3 morts. Bon, enfin, donc des situations absolument incroyables. Bon. Euh, donc ces gens-là, ils ont combattu le pouvoir quel qu'il fût, parfois évidemment avec excès, mais je pense qu'ils vont finir par être entendus parce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à une période où nous sommes exactement l'antithèse de l'anarchie, qui est l'hyperarchie, la multi-archie, et il faut en sortir. Voilà. Je ne vais pas être trop long là-dessus, c'est un peu le sujet de notre entretien aujourd'hui. Ouais. Et là, bah, bon, bah, ça fait un petit moment que donc qu'on échange, donc on va essayer d'aller maintenant vers la conclusion, en tout cas, de cette pensée qui remet l'accent sur le facteur humain comme ressource. Alors c'est moi qui le dis, providentielle, un petit peu en écho à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, de considérer voilà le génie de l'humain, les dimensions intérieures, l'âme, enfin tout ce qui fait que il y a matière à espérer et non pas à désespérer, et aussi à se mettre au boulot pour le retrouver et lui redonner de l'espace et donc une voie qu'il puisse emprunter. Et donc là, à ce sujet-là, il est question du coaching en entreprise comme révélateur. Alors, Oui, j'ai trouvé cela intéressant. Il y a un chiffre notamment qui est donné. Alors, on l'a dit, la domestication est le plus gros frein à l'avenir et au progrès. Un individu instruit, ayant un savoir-faire heureux au travail, ayant un savoir-faire heureux au travail, vivant dans une région qu'il aime, avec une famille heureuse autour de lui, des loisirs valorisants et d'une productivité très supérieure. Il est plus pacifique, plus performant. Une grosse entreprise américaine, que je ne citerai pas, avait évalué à 700%, point d'exclamation, la hausse moyenne de la productivité individuelle lorsqu'intervenait le coaching, dont la mécanique consiste d'abord à faire réaliser à l'individu ou au groupe ce dont il est capable et à l'amener vers son développement personnel. Les entreprises françaises en sont encore à changer leur parc informatique, pavoisant avec des gains de 5%. 700%, en misant sur l'être humain. C'est autre chose. Non seulement cela, mais l'individu aidé et conduit vers sa propre réussite, sollicité à se développer lui-même, commet aussi beaucoup moins de délits, dépend moins de la collectivité, consomme mieux, il fait plus de sport, dort mieux, d'où baisse de la charge publique, progrès écologique, augmentation de la disponibilité médicale, libération de l'embauche, etc. Sans compter que oui. cela attire les diplômés et les bons techniciens. Cercle vertueux.
Et je continue jusque-là, à nouveau. Je sais que ce n'est pas ce que veulent ceux qui tiennent au pouvoir et au contrôle centralisateur sur l'individu, ceux qui ont encore cette obsession des révolutionnaires, donc de la Révolution française, j'imagine que c'est ces révolutionnaires-là dont vous parlez, qui ont établi ce qu'est selon eux le droit de vivre. Mais le peuple ne peut que le souhaiter. Imaginez ne serait-ce que 20 millions d'individus en France dans cette nouvelle vie. Le pays serait complètement changé. Oui, et même s'il n'y en avait que 3 millions. Alors on dit 700%, c'est uniquement sur le plan des résultats économiques. Parce qu'en réalité, c'est un peu comme un arbre. Si vous voulez un arbre qui se porte bien, c'est pas 700% qu'il produit. C'est 7 000 ou 70 000 fois ce qu'il est au départ, ou davantage. Donc c'est en fait très difficile à mesurer réellement la productivité. On peut la mesurer et on y arrive plus ou moins sur le plan économique, mais il y a d'autres plans. Et notamment sur le plan de la paix sociale, dès lors que vous avez une population qui est en paix, évidemment les coûts diminuent énormément. Donc l'imposition diminue d'autant, en général moins parce que les États persistent à prélever au passage. Mais enfin, on peut imaginer que les coûts baissent et que les impôts baissent également, et de ce fait favorisent encore plus la productivité, la prospérité, la paix, etc. Donc c'est un cercle euh, euh, non pas vicieux, mais bienfaisant. Hmm. Voilà, donc il faut toujours relativiser les chiffres parce que ça peut être évidemment beaucoup plus que 700%. Mais en tout cas, on a observé ça. On a vu très bien qu'entre celui qui fait uniquement les stricts ordres qu'on lui confie dans l'entreprise a une productivité qui est relativement faible, et dès lors qu'on lui dit, bon, maintenant, tu vas développer toi-même ton propre dossier, tu vas travailler dessus parce que tu as une compétence dans ce domaine-là, là, on a des résultats qui sont explosifs et bien plus favorables à l'entreprise elle-même. Donc, c'est charge à l'entreprise de savoir comment faire en sorte que les gens puissent travailler à des choses qui les intéressent. Ça ne veut pas dire qu'on va supprimer complètement les tâches ingrates, parce que je crois que c'est toujours bon que les individus fassent les deux à la fois. C'est toujours bien euh, de, de passer de l'un à l'autre. C'est bon parce que ça permet de travailler davantage et de ne pas tomber dans une routine. La routine du bonheur, c'est incompatible. Euh, voilà, donc pour ma part, vous voyez, je fais du ménage, des travaux ménagers, des choses qui ne sont pas forcément agréables ou passionnantes, mais ça me permet aussi de revenir au travail avec plus de fraîcheur et plus de force. Donc c'est bien d'avoir les deux, des aspects disciplinaires ou disciplinants, contraignants, et puis des moments où vous avez, pour ainsi dire, roue libre, carte Hmm. blanche pour travailler. Ouais. Voilà. Mais Sur, c'est l'avenir. pardon, sur là, cette image de l'arbre par rapport aux 700% qui est, pourrait être bien plus, je vais Oui, reprendre cette image qui est la vôtre oui, et qui est exprimée comme ça. D'ailleurs, c'est la conclusion de la pensée. Et avant de conclure, on reviendra sur deux choses qui sont aussi dans la phase finale de la pensée. Mais pour cette image-là, donc tous ces pourcents-là, euh, un arbre contient bien plus que les fruits qu'il porte. Il y a les autres récoltes jusqu'à sa mort, mais aussi les graines pour replanter d'autres arbres. Si on lui coupe sans cesse ses branches, il ne donne rien. voilà. 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 Ça, nous sommes là, dans notre société actuellement, on coupe les individus de leurs ressources, de leur potentiel, de tout, de leur famille, de leur santé. Donc forcément, le résultat est désastreux. Et ce qui Et est ça provoque la perte de l'État lui-même, parce que l'État, il repose bien sûr sur ce qu'il peut glaner et récupérer auprès des gens. Donc si les gens sont plus pauvres, il y a moins d'impôts, etc. Donc tout ce qu'on voit, c'est la déconfiture d'un postulat qui était mauvais dès le départ. Au contraire, rétablissez les choses dans le bon ordre. Et encore une fois, ça peut aller très loin. Donc c'est l'un des sujets que je développe dans un livre qui s'appelle L'inévitable résurrection des peuples. Remettez de la loi naturelle, foutez la paix à la nature, n'intervenez que si c'est vraiment nécessaire et à bon escient. Et à ce moment-là, vous allez avoir une explosion. Ça va être absolument extraordinaire parce que vous aurez la nature elle-même, et la nature dans l'homme est absolument extraordinaire et permet d'obtenir des résultats parfois totalement déroutants, hein. Et on a vu dans des périodes, on parlait tout à l'heure, avant notre entrevue, on parlait de la musique. C'est vrai que si vous regardez les années 70 aux États-Unis, en Angleterre, c'était absolument déroutant, la richesse prodigieuse et encore méconnue, hein, de la production musicale. Moi, je découvre encore régulièrement des choses que personne, enfin je crois, personne à peu près ne connaît. Donc c'est éblouissant de voir cette richesse, parce qu'il y avait une très grande liberté. On pouvait
Et puis tout le monde achetait des disques, donc la musique était très porteuse. Mais bon, c'était un exemple qui nous montrait très bien et récent, sans aller chercher très loin, de ce que l'homme en pleine liberté et heureux de faire ce qu'il a à faire peut être prodigieux. Voilà. Alors, si vous voulez une autre aventure qui pourrait illustrer ça, il y a Reynard Tarkant qui est l'exemple de Mm. quelqu'un qui part dans des conditions très très mauvaises, puisque c'est un ancien officier de l'armée rouge, et qui, je vous recommande de le lire aussi, parce que c'est un gros bouquin, mais c'est, à mon avis, assez intéressant aussi. Ah, il est moins gros que Penser à coucher de la prison d'Occident. Enfin, il y en a trois, donc Ah, ce sera il y en a plus trois gros. quand même. C'est quand même plus volumineux. Et là, c'est toute une aventure qui parle de tout ça, bien sûr, et qui part de presque rien. Lui, il a une ambition absolument démesurée. Et ça raconte cette histoire et sa progression jour après jour, et ses affres, ses difficultés. Bon. Voilà, donc Reinhard Tarkan, je vous recommande de le lire, c'est pas mal. Ce sera votre prochaine lecture, comme ça on aura Ah l'occasion de. ben, c'est l'une de mes prochaines lectures. Et comme il y en a un certain nombre, hein, on avait échangé un peu à ce sujet. Eh bien, Voilà. Je suis en train de faire la ça version m'en en livre de viendra. poche. Je Ah, fais la version livre de poche, ce sera plus abordable aussi, ouais, format livre de poche. Bon, je suis en train de les préparer. Il y aura 10 volumes probablement, parce que sinon ça ne tient d'accord. pas. Bah Voilà. oui, oui. Ouais, ouais. Alors, il y avait dans cette conclusion quand même un point. Hein, donc, je vais réunir deux citations que j'ai trouvées vraiment très intéressantes aussi en termes de, voilà, de perspective, on va dire comme ça. Euh, ouais. Si on manque d'hommes et de femmes, c'est notamment du fait de cette prise en charge. S'il y a, alors, faut entendre parce que là c'est sorti du contexte du film, mais d'entendre vrai homme, vraie femme, quoi. Mais Oui, voilà, oui, en tout cas, si on manque d'hommes et de femmes, c'est notamment du fait de cette prise en charge. S'il y a un malaise féminin, c'est aussi à cause de ces hommes qui sont des gamins inachevés, irresponsables, colériques, égoïstes, lâches, incapables d'assumer. S'il y a un malaise masculin, c'est aussi par manque de femmes accomplies et un excès de femmes, filles infantiles, superficielles, capricieuses, égoïstes ou castratrices. Alors j'enchaîne direct avec un autre extrait sur l'homme et la femme. La domestication détruit l'homme vrai et la femme vraie. oui, Elle en fait des êtres très loin de leurs capacités. Ces capacités à partir desquelles, s'étendant, l'être humain advient à des niveaux supérieurs. C'est le moment de dire que cette élévation n'a pas de fin. Il n'y a pas de définition de l'être humain. Il est promis à toujours davantage et il en est encore à sa propre préhistoire. Voilà, et je oui, trouve que l'enchaînement de ces deux citations montre à la fois le malaise et la révélation aussi de ce oui. qui nous attend. Les perspectives, oui. On est encore à la préhistoire et il va se passer des tas de choses prodigieuses. On voit d'ailleurs, vous pouvez regarder sur Internet, parfois on est ébloui, on voit des gamins qui font des Rubik's Cube en 12 secondes. Vous voyez des musiciens qui font des choses prodigieuses. Alors sans forcément être dans la prouesse technique. On voit des talents. Il est toujours possible en fait de redémarrer. Mais encore faut-il que le cadre le permette. Tout le problème du politique, d'un bon politique, c'est de remettre en place ce cadre et ne pas se mêler, de ne pas prendre en charge, de laisser les choses se faire. Et on verra alors que les gens, l'humanité a des solutions pratiquement pour tout. Le génie humain trouvera des solutions pour tout, pour tout. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura plus de problème. Enfin, bien sûr qu'il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des défis, évidemment. Je veux dire qu'il n'y a pas de problème insoluble, si ce n'est des problèmes déments, hein. Évidemment, vous avez toujours des choses qui seront irréalisables pour l'humanité. On ne pourra pas éteindre les volcans avec des seaux d'eau. Mais tous les grands problèmes raisonnables que l'humanité rencontre sont potentiellement déjà résolus grâce au génie de l'humanité. Et il y a partout, si vous cherchez, si vous regardez bien, dans tous les pays du monde, il y a des gens intéressants qui travaillent, qui ont des propositions, qui ont des solutions pour à peu près tout ce que nous connaissons. Moi, j'ai eu de la chance dans ma vie de croiser des gens qui réglaient des problèmes aussi considérables que la faim ou la soif dans le monde. Bon, bah, ce n'est pas rien et ça paraît des fatalités, mais en fait, ce ne sont pas des fatalités. L'humanité déployée est capable de miracles. C'est une belle conclusion à Mhm. laquelle je souscris et c'est l'essentiel. C'est notamment en cela que je place ma foi et je suis heureux qu'on ait partagé cette vision-là qui à la fois fait une sorte de constat, mais aussi nous éclaire sur ben, notamment cette question de la liberté. Voilà, ça ouvre un petit peu les espaces de réflexion et
Et donc, ben, merci pour tout ça. Donc, Merci à vous. On vous laisse donner d'aborder d'autres sujets, mais alors ce serait trop long et oui, on avait des pensées encore à partager. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre accueil, pour ce moment passé ensemble. On a essayé d'aborder ce chapitre-là, et puis peut-être qu'une fois prochaine, nous aurons l'occasion de parler d'autres sujets. oui, il y a bien d'autres sujets qui mériteraient voilà, d'être éclairés à l'oral comme ça. Et donc, bah, j'imagine que ça se fera avec plaisir en tout cas. Et donc, bah, je vous dis à bientôt. Merci Kevin, à vous aussi. Merci Bonne pour chance ce que cette... vous faites. Merci. Au Au revoir. revoir.